Bonsoir ou rebonsoir, la bataille du second tour avec des bouleversements qui changent la donne, c'est le retrait de Sarah Knafo qui offre regain à Rachida Dati, c'est à Marseille le retrait du LFI Sébastien Delogu en faveur de fait de Benoît Payan à droite. Est-ce un début de fusion entre les électorats? À gauche, une division sur l'union avec la France insoumise. On commence avec la bataille de Paris. Regardez, c'est Sarah Knafo qui crée l'événement en acceptant de se retirer, non pas formellement pour Rachida Dati, dit-elle, mais pour Paris. Écoutez-la. Par sens des responsabilités, par amour de Paris, par respect des Parisiens, à qui j'ai dit dès le premier jour de ma campagne que mon objectif était de battre la gauche, j'ai pris cette décision qui est lourde, une décision douloureuse. J'ai proposé à Madame Dati une alliance qu'elle a refusée. Quand on a affaire à des gens comme M. Bournazel, comme M. Édouard Philippe, qui est la personne qui a bloqué, j'espère que les électeurs de droite s'en souviendront pour 2027. Quand on a affaire à un parti LR qui n'a pas appelé à cette alliance, aucun qui n'a appelé à cette alliance publiquement, les électeurs doivent se souvenir, dans les mois qui viendront, qu'on avait affaire à la droite la plus bête du monde. Et avec nous sur ce plateau, Valérie Nataf, merci beaucoup d'être là. Bali Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire La France Insoumise de Saint-Denis. Vous êtes évidemment un événement de cette semaine, puisque c'est vous qui avez été le grand vainqueur dès le premier tour à Saint-Denis. Frédéric Dabi, le grand sondeur devant l'Éternel, et Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Les chiffres d'abord à Paris, la donne arithmétique. Est-ce que ce soir, tout à coup, Madame Dati retrouve des couleurs quand on met bout à bout le score de Rachida Dati, 25,4, Pierre-Yves Bournazel, 11,34, Sarah Knafo, plus de 10%. En réalité, Guillaume Roquette, est-ce qu'on peut dire tout à coup que Madame Dati retrouve espoir? En tout cas, elle retrouve de l'oxygène, c'est certain. Et le choix de pas se maintenir de Sarah Knafo est évidemment une bonne nouvelle pour elle. Après, il y a une réalité politique. Est-ce que vous pouvez à la fois récupérer des voix qui viennent du centre et du centre-gauche, celles de Pierre-Yves Bournazel, et des voix qui viennent de beaucoup plus à droite? Est-ce que, par rejet du socialisme et de la gestion d'un quart de siècle par le PS de la mairie de Paris, elle va réussir à agglomérer tous ces gens? C'est possible, mais ce n'est pas gagné. Oui, je partage ce qui est dit. La triangulaire, c'est le meilleur cas de figure pour Rachida Dati. Là, il y a quand même cette avance pour Emmanuel Grégoire qui change, qui la fragilise, et puis elle a un peu une alliance des contraires, Knafo et Bournazel, et puis vous le savez par cœur, un second tour, c'est pas une arithmétique, c'est une dynamique, et trop de proportions gardées. Ça me rappelle le cas de 88 où quand le ministre de l'Intérieur à l'époque prenait la parole dans la soirée électorale, Charles Pasqua avait dit Jacques Chirac va gagner parce qu'on additionne Chirac, Barre et Le Pen. On se souvient comment ça s'est terminé. Beaucoup d'électeurs de Raymond Barre, comme sans doute beaucoup d'électeurs de Bournazel, voteront à gauche, mais en tout cas ça reste une bonne nouvelle pour elle, parce que en quinquangulaire ou en quadrangulaire c'était perdu pour elle. Écoutez le grand art de Rachida Dati, la manière de, parce que Rachida Dati évidemment elle doit jouer avec tous ces électorats-là, et la manière dont elle parle de Sarah Knafo en disant c'est digne, c'est responsable. Il y a même un moment étonnant, prêtez bien l'oreille, où elle commence par dire Sarah, un peu de proximité, et après elle dit comme Sarah Knafo, un peu de distance. Écoutez. Moi, je salue aussi, je prends acte de cette décision qui est sage, qui est responsable et qui est en cohérence avec ce que on peut dire ce qu'on veut, avec ce qu'a toujours dit Sarah Knafo, qui souhaite l'alternance, qui souhaite le changement à Paris. Elle l'a toujours dit, elle a dit je ne ferai pas perdre le camp de l'alternance à Paris et le changement à Paris. Valérie Nataf. Oui, vous avez raison, la diplomatie façon Rachida Dati pour n'insulter personne et garder tout le monde à la maison, si j'ose dire. Il faut peut-être ajouter une chose, c'est que la troisième figure de cette triangulaire, c'est Sophia Chikirou, qui ne s'est donc pas désistée, qui est toujours là, qui n'a pas voulu faire ce qu'a fait Sébastien Delogu à Marseille, mais on en parlera. Mais dans l'électorat de gauche, il y aura des votes de Sophia Chikirou pour aller vers Emmanuel Grégoire et sa liste, parce que l'important, c'est de faire un vote utile à gauche. C'est une forme d'hygiène qu'ont les électeurs de gauche. Et donc, on verra entre les apports de Sarah Knafo, qui seront massifs, ceux de la liste de Pierre-Yves Bournazel, qui seront beaucoup moins massifs, et l'apport des électeurs de Sophia Chikirou. C'est vrai que les écarts vont se réduire, mais une amie à moi disait, c'est pas un trou de souris, c'est un tout petit trou de souris pour Rachida Dati. Votre regard, Bali Bagayoko, vous l'homme de gauche, quand vous voyez ce qui se passe là, il y a des mouvements tectoniques des électorats. Sarah Knafo, qui a réussi, elle pesait pas grand-chose. Reconquête à l'échelon national, c'est combien ?
C'était 7%. 7%, la présidentielle, 2%. Là, elle a réussi à monter à 10% et elle arrive à vendre, si j'ose dire, mais c'est noble en politique, hein, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Elle arrive à donner une grande importance. Est-ce que c'est un début de fusion des électorats de droite ? Moi, les adversaires de la droite sont les adversaires, donc ce qui se passe en fait à droite m'intéresse très moyennement. Ce que je dis clairement, c'est que j'apporte mon total soutien à la liste portée par Sophia Chikirou, et je pense, contrairement à ce qui a été dit, que nous avons une réserve importante en réalité dans les abstentionnistes, et que la stratégie de la France Insoumise, c'est justement de mobiliser, et au second tour, certains risquent d'être extrêmement surpris. Mais monsieur le maire, attendez, regardez, quand vous voyez Sarah Knafo, quand vous voyez Rachida Dati, théoriquement, c'est pas la même boutique politique. Ah oui, c'est pas... Or, ils réussissent là, si elle est élue. Si elle est élue, ils seront obligés de dire un peu merci Madame Knafo. À la fois merci Madame Knafo, mais aussi l'irresponsabilité d'Emmanuel Grégoire. Puisque la proposition qui a été faite d'ailleurs par la France Insoumise a été refusée. Et donc, à partir de là, Emmanuel Grégoire assume pleinement la responsabilité qui risque d'être une conséquence dramatique en faisant passer la droite. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans les droites ? Écoutez, Jordan Bardella, il était tout à l'heure l'invité du journal TF1, et lui aussi, il dit, Madame Dati, c'est l'heure de Madame Dati. Hein, ça commence à ressembler à cette ouverture des droites qui réjouit ou qui inquiète les autres. Titre personnel, si j'étais électeur à Paris, comme dans toutes ces grandes villes où la gauche et l'extrême gauche menacent de prendre le pouvoir ou de continuer à gérer la commune, eh bien, à titre personnel, mais ça me regarde moi et ma conscience, eh bien, j'aurais utilisé le bulletin de vote qui fait face à celui de la gauche et de l'extrême gauche. Voilà, chacun ses formules. Lui, c'est à titre personnel. Hein, chacun a sa formule pour prendre un peu de distance, mais enfin, quand même, il y est. Oui, bien sûr. Et ça montre que Jordan Bardella n'est pas rancunier, parce que je crois que son candidat Thierry Mariani a fait un score de moins de 2% au premier tour des municipales. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit l'esquisse d'un état d'esprit nouveau qui consiste à rappeler cette vieille règle de la politique. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Et effectivement, les électeurs de Sarah Knafo, comme peut-être ceux de Pierre-Yves Bournazel, en tout cas comme les sympathisants du Rassemblement National, se disent, mais Rachida Dati, c'est mieux ou c'est moins mal que de continuer la gauche à Paris, les partis socialistes, le marché immobilier totalement bloqué par une politique de logement social sans limite, la saleté dans les rues et tous les problèmes qu'on connaît et qui font. Est-ce que ça vous réjouit ? Soyez un peu plus direct, s'il vous plaît, Guillaume Roquette. Vous avez été plus direct parfois. Vous, l'homme de droite, Figaro Magazine, vous êtes assez à droite sur le panorama. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous réjouit ? Oui. Oui, ça me réjouit. Ça me réjouit pourquoi ? Oui, ça me réjouit parce que il n'y a pas de confusion entre les droites. Il n'y a pas d'union non plus. Et pour cause, parce que ils ne peuvent pas avoir un programme commun. En revanche, il y a un principe de responsabilité, que la gauche connaît depuis toujours. La gauche, elle va bien plus loin que ça. Toute honte bue, les socialistes, après avoir juré la main sur le cœur que jamais ils ne s'allieraient avec la France Insoumise, se vautrent dans la complaisance absolue vis-à-vis des LFI pour essayer de sauver la gamelle. Donc, la droite ne fait pas la même chose et je m'en réjouis. En revanche, effectivement, elle considère qu'il faut hiérarchiser les difficultés et les risques. Et puisque vous parlez des gauches, on va voir ce qui se passe à Marseille, puisqu'à Marseille aussi, c'est le grand bouleversement avec le retrait de M. Delogu. Et là aussi, il y a une espèce de prudence des uns et des autres. En tout cas, M. Delogu dit qu'il n'est pas pour autant très laudatif à l'égard de Benoît Payan, mais enfin, il se retire de fait et il fait le jeu de fait de Benoît Payan, le maire sortant. Écoutez-le. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous prenons la décision de retirer notre liste et de ne pas participer au pari inconséquent de Benoît Payan. L'orgueil et l'ego d'un homme ne doivent pas participer et précipiter, notre ville dans l'abîme. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses ? Il y a une formule extraordinaire de Benoît Payan qui dit, comme s'il avait appris ça par la presse en gros, non, j'ai même pas appelé à se désister. Jean-Luc Mélenchon se moque. Payan bat des records d'arrogance. Il a raison. Il n'a même pas eu besoin de téléphoner. Il a raison de ne pas dire merci. Il a raison de ne pas saluer notre détermination antifasciste. Les insoumis n'agissent pas pour lui, mais pour Marseille contre l'extrême droite. Il a
je ne vais pas défendre Benoît Payan, je ne vais pas m'insérer dans cette querelle qui prend des proportions incroyables. Enfin, Benoît Payan a salué le geste républicain qu'a eu Sébastien Delegui. C'est vrai qu'il n'a pas dit merci. On voit bien que... Il n'y a pas eu de tractation en coulisses ? Non, mais... il y a peut-être eu des choses en coulisses. On parle d'accords sur des conseils d'arrondissement, des choses qui sont incroyables. Franchement pas très intéressantes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, dans 2 villes, il y a 2 aspirants maires, candidats maires, voilà, l'un est sortant, Benoît Payan, et l'autre aspirant, qui ont refusé de faire l'alliance avec la France Insoumise, mais qui, pour l'un en tout cas à Marseille, face au péril que représenterait la victoire du Rassemblement national, Sébastien Delegui a choisi de se retirer, sans doute avec la bénédiction évidemment de Jean-Luc Mélenchon. Je ne peux pas croire qu'il l'ait fait tout seul. Écoutez Benoît Payan à LCI. Mais j'ai pris acte de sa décision et ça m'est arrivé à 3 reprises de me retirer. Je n'en ai pas tiré d'honneur ni de gloriole. Vous savez, on est face à sa conscience quand on fait de la politique. Soit on choisit la défaite, soit on a la défaite et le déshonneur. Donc là, il a eu l'honneur, vous jugez ? Je pense que c'est plutôt honorable, et d'autres d'ailleurs n'ont pas fait ce geste, et je suis capable de le reconnaître. Encore une fois, vous savez, moi je n'ai pas d'ennemi en politique. J'ai simplement indiqué que je ne ferai pas d'accord avec lui. Je n'ai pas fait d'accord avec lui, il décide de se retirer, j'en prends acte. J'en prends acte. Oui, alors, mais il faut lui reconnaître une certaine cohérence. Il a dit tout au long de la campagne qu'il n'accepterait pas une alliance avec la France insoumise. Dans les enquêtes préélectorales, il prenait quand même une part très importante du vote Jean-Luc Mélenchon 2022. Monsieur Delegui fait 11,90. Jean-Luc Mélenchon avait fait 31% à Marseille. Comme dans de nombreuses villes, le magot électoral de la présidentielle n'a été pris que partiellement par les listes LFI. Et puis, on va se parler très franchement. Voilà. Comme pour Sarah Knafo vote à Paris, du fait du vote utile, il y aurait eu beaucoup d'électeurs de Delegui qui seraient allés voter pour Benoît Payan pour éviter le danger, entre guillemets, de Franck Alizio. Est-ce qu'il y a un danger, Franck Alizio, un danger fasciste, comme on dit beaucoup à la France Insoumise chez vous, Bali Bagayoko? Il faut regarder le tweet de Coquerel, figure de la France Insoumise. On ne se connaît pas, Benoît Payan, mais j'ai envie de vous donner un conseil pour Marseille, qui pourra servir l'an prochain pour tout le pays. Lisez au plus vite ce livre, et il parle du livre de Chapoutot sur qui a porté Hitler au pouvoir. Il y a un déluge de réactions sur les réseaux sociaux, parce qu'en quelque sorte, il fait la comparaison entre Franck Alizio, représentant du RN, et Adolf Hitler. Est-ce que vous la soutenez ? La précision qui est apportée, c'est que Éric, il a raison de le faire, c'est-à-dire de montrer, en fin de compte, ce qui n'a échappé à personne, la percée quand même de l'extrême droite depuis maintenant quelques années. Mais est-ce que c'est pas exagéré ? Soyons francs. Disons, Franck Alizio, Adolf Hitler, il y a quand même peut-être... Il y a les personnalités effectivement qui illustrent une séquence en particulier de notre histoire, mais il y a surtout des gens qui vivent ça dans leur chair. La question du racisme, la question y compris de la montée du racisme dans le pays est un danger. Et c'est ça, en fin de compte, que le point d'alerte que Éric Coquerel porte, et y compris Jean-Luc Mélenchon. Mais monsieur le maire, pardon, il y a vraiment en France des gens qui pensent que l'arrivée au pouvoir du RN, ce serait l'arrivée d'Hitler au pouvoir ? Nous sommes très clairs. L'extrême droite, y compris le Rassemblement national, ce sont nos principaux adversaires. Ouais. Nous le savons. Ça, c'est la République, c'est normal. Ça, c'est la République. Okay, très bien. Mais Hitler, c'est pas la République, c'est autre chose. C'est pas encore évident pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est pas, je pense pas qu'Éric ait fait ce lien-là. C'est pas ce lien-là clairement qu'il le fait. Il le dit clairement en disant, il y a un risque extrêmement important, mais qui n'échappe à personne, sauf à certains entre guillemets qui consistent à regarder ailleurs. Est-ce qu'il y a un danger fasciste ? Soyons en direct. Est-ce que pour vous il y a un danger fasciste en France ? Bien sûr qu'il y a un danger fasciste. Il y a un et c'est la raison pour laquelle la question d'avoir un bloc antiraciste et antifasciste doit exister en tant que tel. Guillaume Roquette là-dessus. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que pour la France insoumise, en gros, on est fasciste dès qu'on est à la droite d'Alain Juppé. Même l'aimable maire de Toulouse, oui. Jean-Luc Modin, centriste bon teint, qui a même quitté les Républicains pour ne pas avoir l'air trop à droite, a contre lui une fusion de la gauche, du Parti socialiste et de la France insoumise, pour lutter contre le péril fasciste. Et je pense que, c'est l'histoire de Pierre. Je pense que c'est l'histoire de Pierre et Leloup. Je veux dire, à force de voir des fascistes partout, je pense que c'est un argument qui est de moins en moins opérant. Alors effectivement, les militants de LFI peuvent plus se réunir à plus de 5 sans crier tutti antifascisti, mais je pense que... vous n'ouvrez aucun meeting de la France insoumise du son 5. C'est pas possible. Donc vous le confirmez. Mais là, vous inventez, là. Bali Bagayoko, est-ce qu'il y a un risque de démotiver, comme on dit dans les universités, c'est comme les étudiants de 68 qui criaient ces
bêtise, CRS égale SS. On savait bien que c'était pas des SS. À force de l'excès de traiter de fascistes si large. Oui, mais c'est comme si je vous disais, à force de traiter la France insoumise de antisémite à souhait. Voilà, donc c'est les mêmes, entre guillemets, absurdités qu'on entend. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la question du risque raciste existe en tant que tel, et on le vit, nous, dans les quartiers populaires, de manière constante. Donc ça, c'est une réalité. Il y a aussi vaguement un risque antisémite, il y a eu une augmentation d'actes antisémites multipliés par gens. C'est la question de qui est fréquentable ou non. Alors, vous savez que le débat existe sur le RN, évidemment, pour les uns, et sur vous, la France insoumise, pour les autres. Le Parti socialiste, alors, comme vous dites, c'était quoi votre formule ? Il a godillé, il a slalomé. Beaucoup en tout cas. Regardez, en quelques heures, le retournement de veste d'Olivier Faure, c'est un grand chapeau l'artiste. Première version, je crois que c'était dimanche soir, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Deuxième version, je comprends parfaitement, le lendemain, je comprends parfaitement les choix qui sont faits. Il parle de toutes ces villes où des socialistes sont prêts à pactiser de fait avec la France insoumise. Il y a quand même un danger sur la cohérence du discours. On sait qu'en politique, les Français sont moins sur un jugement. C'est la moindre des choses. Bravo. Sur un jugement moral que sur un parti qui dit blanc un jour et noir le lendemain. Il y a aussi... Non mais quitte à retourner sa veste, au moins il le fait franchement. Il y a aussi, Darius, deux logiques contradictoires. Localement, les électeurs de gauche souhaitent que Brest reste à gauche, que Clermont-Ferrand reste à gauche. Mais il y a une partie importante, on le verra à Toulouse, qui pour moi va être le centre névralgique du second tour, parce que c'est une alliance LFI-PS avec LFI qui domine. François Figmal a dominé François Briançon. Est-ce que les électeurs du centre-gauche vont voter Moudinque? Non mais prenons pas ça sera au sérieux. Là ils vont à la gamelle comme vous dites. Oui. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il est le meilleur critique de cet opportunisme social. Archive extraordinaire, elle est pas vieille. Je crois qu'elle date de début mars, où Jean-Luc Mélenchon se moque littéralement. Votre champion, il se moque de ces socialistes qui courent à la gamelle avec vraiment une espèce d'appétit dévorant. Écoutez-le. Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors tout le monde entend, ils rompent l'accord. Penses-tu ? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Bali Bagayoko, les socialistes gros combinards, est-ce qu'ils touchent là une fibre ? Ils touchent là une fibre, en même temps Jean-Luc est très bien placé pour le connaître. Il en vient socialiste et donc il connaît parfaitement le système. Et donc quand il le dit avec une forme d'humour, c'est qu'il vient taper de manière assez concrète en fait les réalités. C'est-à-dire que le Parti socialiste est quand même singularisé par sa capacité à trahir à chaque fois que l'occasion lui est donnée. Donc quand Jean-Luc le dit, il le dit de manière assez certaine et on le voit au jour. Est-ce qu'il touche une chose plus profonde chez les socialistes ? Il y a des hauts responsables socialistes ici, je me rappelle Lionel Jospin sur ce plateau, qui faisait la leçon à tout le monde, leçon à Trump, leçon à Mélenchon. Il disait Mélenchon n'est pas un homme d'État. Et c'est les mêmes qui pendant 14 ans n'ont jamais parlé de la francisque de Mitterrand, par exemple. Étonnamment, ils n'étaient pas au courant. Ils disent il y a un livre qui est paru, oui, mais nous n'avons pas jugé. Bon, enfin, en fait, il avait été très sévère, Jospin, quand le livre de Péan est sorti, c'est montré extrêmement sévère. C'est ça. Une fois que la soupe était bien mangée, une fois que la soupe était mangée jusque-là, et tout à coup la morale revenait. Est-ce que c'est révélateur de cette gauche, disons, très donneuse de morale, un peu classique, qui n'est pas tant que ça ? Le Parti socialiste, puisque la principale force dynamique aujourd'hui, c'est la France insoumise, et c'est justement pour ça qu'elle a vocation, à la fois, à fédérer l'ensemble, en fin de compte, des forces politiques de gauche, et nous prenons notre responsabilité. En tout cas, vous n'êtes pas très amis. Je peux juste ajouter un mot. Je pense qu'Aurélien Hamel, en régie, va me faire sortir un tweet que je lui ai désigné. On voit à quel point, effectivement, le mépris est quand même bien partagé au sein de la France insoumise. Voilà le tweet de Paul Vanier, un député de la France insoumise, qui, après avoir fait signer un accord, Johanna Rolland, la numéro 2 du PS à Nantes, dit « La numéro 2 du PS, elle a depuis signé l'accord proposé par notre tête de liste insoumise à Nantes. Ne croyez jamais un socialiste. » Et il rappelle le propos de Johanna Rolland. On peut se dire que quand même, quand on est censé signer des accords, le moins que l'on puisse faire, c'est de ne pas piétiner les gens avec qui on signe un accord. Mais au contraire. Oui, je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois la nécessité d'un accord, et donc ça, c'est une approche politique. Mais on les piétine, c'est normal. Et en même temps, c'est pas qu'on les piétine, c'est qu'on y met aussi des réserves. On prend les formules que l'on veut, mais on y met aussi des réserves parce que nous avons affaire aussi à des supposés partenaires qui sont quand même coutumiers de la trahison. Donc, en tout cas, la France insoumise est un phénomène majeur. Et vous, personnellement, avec Saint-Denis, écoutez Jordan
Bardella, tout à l'heure, c'est dire à quel point vous êtes devenu une figure nationale, Bali Bagayoko. Vous avez gardé la tête froide, hein? Oui, nous les quartiers populaires, c'est comme ça, on n'a pas la tête qui enfle. Attendez, parce que là vous prenez les attaques de partout, enfin pas de partout, d'une partie du spectre, et c'est Jordan Bardella qui parle de vous. On veut apaiser le pays. On veut aussi réconcilier les Français entre eux. Quand j'entends le nouveau maire de Saint-Denis, la France insoumise, qui est une ville qui m'est chère puisque j'y ai grandi, j'y ai fait ma scolarité, j'y ai encore ma famille. Lorsqu'il est interrogé par Monsieur Rochebin, votre confrère, qui lui dit « Est-ce que vous serez le maire de tous les habitants, aussi des habitants qui n'ont pas voté pour vous ?» Il répond « Non, on est chez les fous. » Donc cette gauche, cette extrême gauche, elle représente un danger existentiel. Oui, mais Jordan Bardella, en fait, on est plutôt chez les racistes, et donc c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, il retient une partie en fait de la séquence. Et donc je trouve que c'est irresponsable de sa part. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit de raciste d'après vous, Jordan Bardella? Il a dit de raciste clairement, c'est qu'il dit dans ses propos que la séquence qui est coupée en réalité, où on pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire, et je dis je vais remercier d'abord, dans un premier temps, les 13 000. D'accord ? Et à aucun moment on dit je ne vais pas remercier l'ensemble des habitants. Je dis bien deux choses. C'est un, remercier dans un premier temps bien sûr les 13 500 électeurs qui ont voté pour moi. Et deux, je serai le maire de l'ensemble, à la fois, je veux dire, des Dionysiens et des Pierrefitttois. Alors ça, c'est pas raciste pour autant. Vous me dites que c'est de mauvaise foi. C'est pas raciste. Qu'est-ce qui est raciste exactement ? C'est raciste pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que cette séquence-là, elle est permise, et y compris de la bouche quand même de quelqu'un qui est à la tête d'une formation politique et quand même plutôt positionné à l'extrême droite, dont on connaît à la fois les théories et dont on connaît y compris les postures. Et donc, se réclamer d'ailleurs du quartier Gabriel Péry, dont il dit avoir grandi, on a eu l'occasion d'y aller à plusieurs fois. Mais c'est votre camarade de Saint-Denis. Ce n'est aucunement mon camarade. C'était le camarade précisément de l'ancien maire, puisqu'il a eu l'occasion de voter pour lui. Donc c'est pas le. Non, mais il est autant de Saint-Denis que vous. Vous êtes tous les deux de Saint-Denis. Pas du tout, puisque à Saint-Denis personne ne le connaît. On organisera une rencontre. On organisera une rencontre ici. Vous êtes preneur ? En revanche, on reconnaît parfaitement, notamment sa mère, qui est une brave femme et qui a été l'honneur du service public. Ça, c'est vous saluez Madame Bardella. Madame Bardella, oui, parce que maman de Jordan Bardella. De discernement, nous dissocions bien sûr Guillaume famille des personnes. France Insoumise est plus aimable avec Madame Bardella, maire, qu'avec votre prédécesseur Mathieu Hanotin, dont Jean-Luc Mélenchon disait aimablement qu'il était un petit bourgeois visqueux. Moi, je pense que il y a un vrai sujet. Ah, vous maintenez petit bourgeois visqueux ? Ce qui est vrai, en sens où nous, quand on le reçoit entre guillemets des électeurs, les électeurs, c'est comme ça qu'il est perçu. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc l'a qualifié en ce terme-là. Il ne s'agit pas en fait de propos de Jean-Luc Mélenchon. Il s'agit à la fois de propos qui sont tenus, y compris par un certain nombre d'habitants du quartier, qui l'expriment en ces termes-là. C'est la raison pour laquelle il a été sanctionné d'ailleurs, entre autres. Est-ce que vous assumez l'excès ? C'est vrai que la parole petit bourgeois visqueux, ça sonne très années 30. Certains propos de Monsieur Mélenchon, quand il l'ironise sur la sonorité du nom Glucksmann, etc., c'est une manière de pratiquer l'excès, qu'on salue ou qu'on désapprouve, mais il l'applique, il la pratique. Je vous dis, non, mais il la pratique, mais parce que c'est aussi dans un contexte global. Et donc, du coup, par l'humour, on fait passer des messages importants. J'ai pas souvenir que certains aient été offensés quand le maire sortant m'a qualifié, par exemple, de narcotrafiquant ou de dealer. Bon, voilà. Vous entrez dans la discussion. Robert Ménard, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Robert Ménard. Vous aussi, vous êtes élu. Vous êtes élu du premier tour, là, c'est ça ? Oui, j'ai été élu au premier tour avec un peu plus de 65% des voix. Donc, honnêtement, je suis plutôt content. Vous avez fait combien, vous ? Vous n'avez pas regardé en plus ? Non, mais j'ai oublié les scores. Combien ? 50,99. Ah, voilà, il y a encore du travail pour être ce sera pour la prochaine élection. On ne boxe pas dans la même catégorie, manifestement. De quel œil vous regardez ce qui est en train de se passer ? Plus dans la même ville. Robert Ménard, qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de la France Insoumise ? Après, on parlera du reste, mais quand vous voyez à quel point la France Insoumise est celui qu'on juge infréquentable ou au contraire qui fait le jeu, et notamment le jeu des socialistes qui sont obligés de retourner leur veste en 24 heures ? Pas partout. Il y a deux choses. Dans votre question, il y a ce qu'on peut penser de la France insoumise. Écoutez, moi j'en pense ce que je vois, les propos de la France insoumise, les propos d'un certain nombre de députés de la France insoumise, les propos de Jean-Luc Mélenchon. Attendez, sur nos concitoyens juifs, c'est insupportable. Insupportable, c'est le mot qu'il faut prendre. On pourrait même être plus sévère que ça. Ça, c'est la première chose. C'est des gens avec qui je crois qu'on n'a pas à traiter, qu'on n'a pas à fréquenter, avec qui on ne doit pas s'allier. Ça, c'est mon point de vue. Le problème, ça, c'est une chose. Ce que vous dites là et ce que vous débattez depuis un moment, c'est autre chose. C'est la capacité des socialistes à dire une chose et à pratiquer exactement le contraire. Malheureusement, quand Jean-Luc Mélenchon se moque des
socialistes en disant en gros ils disent une chose et ils feront le contraire et je le sais, en plus ça nous coûtera pas cher. Il a malheureusement raison. Enfin attendez, quand vous voyez la numéro 2, la maire de Nantes, la numéro 2 du Parti socialiste, la maire de Nantes, dire d'un côté, mais à 3 jours d'intervalle, d'un côté jamais d'alliance avec la France insoumise et ensuite se mettre d'accord avec elle, vous dites mais c'est pas possible, c'est ça la politique. Robert Ménard, pardon, laissez répondre. Gens ont raison. Robert Ménard, si vous pouvez me permettre. Avant qu'il reparte, si vous voulez laisser répondre Baldi Bagayoko quand il dit que vous êtes devenus les infréquentables, notamment concernant les propos concernant les Juifs. Premièrement, je pense que en affirmant des choses de cette nature-là, bon, c'est pas la première fois qu'on entend ce type de propos. Donc, M. Ménard, il se disqualifie chaque jour quand il emploie ces éléments-là. C'est-à-dire que sur la question des propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon, y compris par le mouvement de manière générale, à aucun moment, c'est un acte antisémite. Nous avons le droit à la fois d'avoir un avis sur la situation génocidaire à laquelle participe notamment le gouvernement Netanyahou, sans forcément à un moment donné être mis en cause. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est sur la question de ce qu'il a qualifié comme étant le mouvement de la France insoumise comme étant infréquentable. Bon, quand ça vient de la bouche d'un tenant à la fois de la ligne en fait très droitière, à l'extrême droite, voire même dans une position qui me semble complètement déconnectée en fait des réalités. Moi, je suis dans une ville de 150 000 habitants où le message en fin de compte de la rupture et de l'insoumission en fin de compte prend corps, et c'est la raison pour laquelle les résultats sont sans appel. Et donc, quand on entend ce type de discours, qu'on essaie de disqualifier une des formations politiques les plus importantes aujourd'hui à l'échelle nationale, mais c'est complètement se ridiculiser. Et donc moi je trouve que le propos est complètement ridicule et il est sans objet pour nous. Alors courte réponse de Robert Ménard et on va avancer. Enfin, attendez, c'est pas moi qui dis des choses inacceptables, c'est pas moi qui fais des jeux de mots sur le nom d'un certain nombre de gens qui sont juifs. C'est pas moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pas moi qui tiens des propos sur Israël. Et Dieu sait qu'on peut être critique sur la politique de M. Netanyahou, qui sont pas de l'antisionisme, qui sont de l'antisémitisme. Vous êtes un parti, comme disait l'autre, passionnément antisémite. C'est ça la réalité. L'antisémitisme, il était d'extrême droite, il est maintenant d'extrême gauche. Et vous êtes les porteurs de cette parole-là. Et vous, en plus, et vous la cultivez. Parce que je le vois ici chez moi, comme dans un certain nombre d'autres villes, je vois à quel point le sous-entendu antisémite, quand il n'est pas explicitement antisémite, est une façon de draguer un électorat qui, en plus, peut vous donner tort, mais je parlerai de Béziers après. Monsieur Robert Ménard, vous êtes surtout un grand ventriloque. Allez, courte réponse et vous tenez ces propos-là. Vous êtes vraiment courte réponse de vous. Non, en fait, vous faites un monologue et puis vous avez le droit de penser la place de la France insoumise, mais tout ce que vous êtes en train d'affirmer ici n'est absolument pas du tout la ligne, y compris les propos tenus par la France insoumise. Donc continuez à vous disqualifier, il n'en sortira absolument rien. Baldi Bagayoko, merci d'avoir été avec nous. On va avancer sur la question de ce qu'on appelle l'union des droites. Merci à vous. Vous êtes toujours avec nous, Robert Ménard. Ce qui se passe maintenant à Paris et peut-être dans d'autres villes de France, mais Paris, on en parlait tout à l'heure, c'est un exemple tellement frappant où les électorats pourraient se retrouver, pas tout à fait les états-majors, puisque Madame Knafo se retire, dit-elle, pas pour Rachida Dati, mais de fait pour faire échouer la gauche. Est-ce que pour vous, vieux routier de la politique, c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire cette fameuse fusion des électorats de droite, des droites qui forment sous nos yeux? La question m'est adressée parce que comme je suis loin de vous, je ne sais pas Robert à qui Ménard. vous posez la question. Ah, pardon. Oui, écoutez, attendez, on peut avoir des désaccords avec Madame Knafo. Moi, j'en ai un certain nombre de désaccords. J'ai un certain nombre de désaccords avec Marine Le Pen, tellement qu'ils ont présenté un candidat chez moi qui d'ailleurs a essuyé une sacrée déculottée, si j'ose dire. Et c'est le mot est faible. Mais attendez, j'irai jamais traiter Madame Knafo ou Madame Le Pen de fasciste. Il n'y a pas de danger fasciste avec Sarah Knafo. Comment on peut imaginer ça? Mais cette rhétorique en particulier de la France insoumise, mais aussi d'une partie de la gauche, elle n'est faite que pour justifier les alliances que je dénonçais tout à l'heure entre les socialistes et le parti de monsieur Mélenchon. Mais Robert Ménard, Robert Ménard, soyez aussi direct que l'était tout à l'heure Guillaume Roquette. Est-ce que ça vous fait plaisir ou non de voir que peut-être à Paris, Madame Dati pourrait gagner grâce aux voix classiques de la droite, du centre-droit, du centre, puisqu'elle est aussi ministre du président de la République ou ex-ministre, et des reconquêtes et des gens de Madame Knafo. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle?
Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que Madame Knafo a eu la bonne idée de se retirer d'elle-même. Je trouve que c'est bien, je la salue. Et je ne pense pas que Madame Dati à Paris, ce soit le fascisme qui arrive. Il faut arrêter avec des conneries pareilles. Ces partis-là, enfin attendez, à Toulouse, Monsieur Moudenc, il est un fasciste, c'est un danger fasciste. Mais qui peut écrire, dire, professer, penser des conneries pareilles? Vous pouvez ne pas être d'accord avec la droite, vous pouvez la combattre, vous n'êtes pas obligé de lui mettre des espèces d'oripeaux du fascisme, c'est des bêtises. Mais ça permet de faire cette union des gauches que la droite est absolument incapable de faire. Moi, je suis sidéré des prudences d'une partie de la droite en se disant je veux jamais me retrouver à table avec tel ou tel. Écoutez, puis j'ai des mérites de le dire. J'ai un mérite de le dire puisque je viens de payer une campagne et c'était pas piqué des hannetons contre le Rassemblement national qui a décidé de se présenter contre moi. Mais je ne dirais pas, encore une fois, que ce sont des fascistes. Évidemment pas. Aujourd'hui, l'antisémitisme, Darius, l'antisémitisme, il n'est pas du côté du Rassemblement national, il est du côté de la France insoumise. Le racisme, quoi? Marine Le Pen, elle est raciste, mais enfin, c'est des bêtises. Qu'il y ait des gens racistes du côté du Rassemblement national, il y en a. Mais moi, j'ai connu des gens à gauche qui étaient aussi des racistes, je vous le garantis. Non, c'est se tromper de combat. Non, c'est pas se tromper de combat. C'est inventer un combat qui n'existe pas. Quant à la droite, elle est toujours aussi conne. C'est-à-dire, elle est jamais capable de se dire qu'il y a plus de points communs. Attendez, il y a plus de points communs aujourd'hui entre une bonne partie des Républicains et du Rassemblement national qu'il y en a entre une partie de la social-démocratie et la France insoumise. Mais d'un côté, ils sont prêts pour la pire des choses à se mettre en mariage, alors que moi je prône depuis des années l'union des droites et ça ne marche jamais. Robert parce Ménard, que chacun est-ce que les pense choses, qu'à sa boutique. Est-ce que les choses changent? Écoutez Jordan Bardella, c'était ce soir à TF1, il répond à Gilles Boulot là-dessus, c'est-à-dire sur la possibilité que les droites s'unissent un peu ou fusionnent ou en tout cas évoluent de cette façon-là. C'est un peu ce qui se passe en Italie. Écoutez-le. J'ai effectivement fait le choix de tendre la main aux listes de droite de manière à pouvoir unir nos forces et pouvoir battre la gauche. Il y a un certain nombre de cadres locaux des Républicains qui ont désobéi à la consigne du président Retailleau qui était de ne pas s'allier avec le Rassemblement national au risque de faire gagner la gauche. Il y en a très peu. Je pense par exemple à Reims. Oui, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Avec le candidat des Républicains. On pourrait parler également de Brie-Contrebert, de Draguignan. Nous avons fait aussi alliance avec la droite. Mais moi, je suis dans une démarche d'ouverture. Et la question que je pose au président des Républicains, c'est est-ce que le rôle de la droite, c'est de s'unir ou d'exclure, en l'occurrence, s'agissant du candidat de Reims, ceux qui ambitionnent de battre la gauche. Je pense qu'on doit unir nos forces. Vous êtes toujours avec nous, Robert Ménard. Je passe aussi par Guillaume Roquette. Quand on voit certains candidats comme Alizio à Marseille et quelques autres, et beaucoup de choses se passent souvent dans le sud historiquement. Voilà, c'est là, notamment la région PACA, où beaucoup de choses se passaient. Est-ce qu'un début de fusion existe? De fusion, non, mais de porosité, certainement. Vous parliez de Franck Alizio, le candidat Rassemblement national à la mairie de Marseille. C'est l'ancien responsable des jeunes actifs de l'UMP. C'est pas quelqu'un qui vient d'un parti extrémiste. Et puis, un petit peu plus vers l'est, toujours sur la Côte d'Azur, évidemment, le résultat de Nice va être très intéressant parce que vous avez un centriste canal historique, enfin relativement historique, Christian Estrosi, qui se veut macroniste, soutenu par les Républicains, en tout cas les Républicains de Paris, parce que localement c'est moins évident. Et puis Éric Ciotti qui a franchi le pas. Si Éric Ciotti prend la mairie à Estrosi, je pense que là, parmi les responsables de droite, ça va faire beaucoup fonctionner les ménages parce qu'ils vont se dire mais finalement nos électeurs ne nous suivent plus. C'est un cas pour vous, ça, ce qui se passe à Nice notamment, Robert Ménard? Non mais attendez, pardon, je vais revenir sur les propos de M. Bardella, il se fout de la gueule du monde. À Béziers, pardon de parler de ma ville, le Rassemblement national, il a été foutu de me présenter Nice contre moi. Et il parle d'union de la droite. Non mais attendez, j'hallucine. C'est l'heure du pardon. Je vous rappelle que sur c'est l'heure du pardon, Robert Ménard. Pardon. Non, je disais c'est l'heure du pardon peut-être. Je vous suggère.
Ah non, moi, le pardon, non mais attendez, moi je suis catho, mais je tends pas l'autre jour. Vous faites ce que vous voulez, Darius. Moi non, j'ai pas oublié comment ils se sont comportés, la campagne dégueulasse qu'ils nous ont fait sur ça, et les leçons de morale qu'ils me font d'un parti qui en réalité n'aime les gens, n'aime pas les alliés, aime les vassaux. Dans la tête de M. Bardella, la seule chose qui compte, c'est se mettre à genoux devant lui. Robert Tout Ménard, ce qui ne lui le ressemble RN pèse pas plus est de contre lui. 30%, Et quand des gens de droite s'allient avec eux, il faut s'allier complètement avec eux. Vous pouvez dire, comme je le dis moi, que le Rassemblement national a eu raison avant tout le monde sur les questions d'immigration et de sécurité, et dire que sur les questions sociales et économiques, ils disent un tas d'âneries. Pardon, c'est ça être allié. Être allié, c'est accepter qu'on vous critique. Malheureusement, il n'est pas capable de le faire. Merci beaucoup Robert Ménard. Écoutez ce qui se passe sur la scène internationale. Ce sont des événements majeurs qui ont lieu ce soir avec une suite de mauvaises nouvelles pour les Américains, notamment sur le terrain militaire, mais pas seulement, avec aussi des coups donnés à la République islamique. Trump qui dit ce soir, ce sont de mauvaises surprises. Vous parliez de l'Iran et de ce qu'ils ont fait après le début de l'opération Epic Fury. Personne ne s'attendait à ce qu'ils attaquent le Bahreïn, le Koweït. Tout le monde était choqué. Est-ce que vous avez été surpris de cette contre-attaque ? Personne ne le savait, non, même les plus grands experts. Personne ne pensait qu'ils allaient frapper. Ce sont des pays neutres, ils ont cohabité avec eux pendant des années. Donc c'est très étrange. Vous savez, les Émirats, c'est un peu comme le banquier de l'Iran. Le Qatar, c'est leur voisin et ils s'entendent bien. L'Arabie Saoudite, le Koweït. Le Koweït se fait frapper, Bahreïn aussi. Tous ces pays se font frapper. Aucun expert ne pensait que ça allait se produire. Même si on avait su, il fallait faire ce que nous avons fait. Et regardez les raisons qui animent le discours de Donald Trump ce soir. Ce sont des images très graves pour les États-Unis. C'est le bombardement par drone de l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Je ne sais pas qui sur sur ce plateau s'est rendu à Bagdad, a pu voir à quel point c'est une énorme ambassade, sans doute où il y a plus de 1000 personnes. Elisabeth Shepard-Selam. C'est comme un bunker, en fait, cette ambassade, avec tous les problèmes qu'on connaît, qu'il y a eu dans la région. C'est ça qui rend encore plus surprenant, mais pas totalement, à ce qui se passe, bien évidemment, avec cet incendie qui est en cours. Et regardez, à l'heure où nous parlons, nous sommes toujours en direct évidemment, le président Trump s'exprime, il est dans le bureau ovale avec le représentant irlandais, on va voir, il a une cravate verte sûrement, et pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, voici les images qui marquent un événement majeur dans la guerre, la République islamique d'Iran qui défie un peu plus les États-Unis d'Amérique. Restons sur l'image, l'ambassade des États-Unis bombardée à Bagdad, c'est un des plus importants centres d'influence des États-Unis dans toute la région. Et la République islamique réussit ce coup majeur. Vous disiez, Elisabeth Shepard-Selam, à quel point il y a là une blessure, comme dans le corps des États-Unis. Alors, non seulement c'est du territoire souverain, on se rappelle quand même que les ambassades sont des territoires souverains, mais avec tous les moyens qui sont mis à la disposition, toute la sécurité, parce qu'on sait que c'est une ambassade à risque, parce qu'on sait que c'est une zone à risque depuis longtemps, depuis l'invasion d'Irak. Voir que ça ne suffit pas, voir que le personnel, les gens qui travaillent pour l'État américain sont en danger, c'est effectivement une blessure. Michel Goya, le choc, et le choc notamment le fait que là, parce que c'est pas un drone qui circule par hasard, qui tombe sur une tour, comme ça on voit à Dubaï, etc. Vraiment, c'est visé, et c'est bien visé, c'est réussi pour eux. Oui, bien sûr. Alors cette ambassade, elle est au cœur de Bagdad, elle est dans ce qu'on appelle la zone verte, c'est effectivement une zone très protégée, qui a traversé toute la guerre depuis 2003. Alors il n'y a aucune surprise, encore une fois, dans le fait que cette ambassade soit attaquée. Vous avez à quelques kilomètres de là, c'est immense, Bagdad, évidemment. Enfin, ils n'arrivent pas à la protéger, visiblement. Non, c'est pas tellement eux qui n'arrivent pas à la protéger, c'est l'État irakien qui n'arrive pas à contrôler en réalité toute la zone. À 2 km de là, vous avez l'immense quartier de Sadr City, 2 millions d'habitants chiites, qui est où on peut tirer au mortier sur la zone verte. Et puis tout autour, vous avez des milices, des Shahabis, des milices pro-iraniennes. Non, ce que ça veut dire, alors oui, il faut la protéger. Ce qu'on appelle ça du CRAM, c'est contre roquettes, artillerie, mortier. Donc, et pourquoi c'était pas activé? D'abord, c'est compliqué parce que c'est compliqué
à tout arrêter. Et c'est difficile, mais surtout ça veut dire que Bagdad n'est pas sécurisé. Donc ça veut dire que l'armée irakienne, la police irakienne, contrôle pas en réalité sa capitale, ce qui n'est pas non plus complètement surprenant là aussi. Regardez, Michel Levet, je vous trouve aussi mal à l'aise que le militaire américain qui ce soir doit justifier devant le président Trump ça. Je ne suis pas convaincu par tout ce que vous me racontez. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à protéger leur ambassade à Bagdad. Ça paraît pas normal. Ça montre surtout, c'est la vulnérabilité aux drones. C'est que nous sommes dans une guerre asymétrique et l'ambassade américaine aurait peut-être pu mieux se protéger contre une attaque plus conventionnelle. Mais là, face aux drones, eh bien, les États-Unis... Il n'y a pas de moyens, ça veut dire, pardon, soyons concrets. Je ne donne pas des idées, elles existent, hélas, dans les têtes. Ça veut dire qu'à l'Élysée, on peut tirer au drone sur l'Élysée demain et puis que c'est pas mieux protégé que ça ? On ne va pas donner des idées en disant ça. Si vous tirez depuis Paris sur l'Élysée, oui, vous allez toucher l'Élysée, bien sûr. Simplement, il y a un petit peu moins de chiites en proche banlieue parisienne pas une banlieue chiite qu'en Irak. À proximité. Voilà. Donc c'était... Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la première fois. En Koweït, c'était un child qui a tué les soldats. Elle a attaqué plein de fois. Non, mais je parle pas de... le fait est que toutes les leçons, notamment depuis 2022, sur la protection contre des drones, on n'a pas forcément pris en compte pour plein de raisons qui ne sont pas liées à l'administration actuelle, mais qui sont liées aussi à tout ce qui est institutionnel. Et c'est un véritable problème. Écoutez, le moment M où le drone iranien ou tiré par les proxys d'Iran, comme vous dites, dans un quartier de Bagdad, est tiré sur l'ambassade. Et nous sommes en direct à Washington. Sonia Dridi, on essaie d'imaginer à la Maison Blanche les gens qui voient cette image-là, le président Trump au premier chef. C'est une journée un peu catastrophe pour Trump ce jour. Oui, puisque la journée a débuté avec l'annonce de la démission de son chef du contre-terrorisme, qui a notamment indiqué dans une lettre qu'il démissionnait parce que selon lui, la menace, il n'y avait pas de menace imminente sur le territoire américain de la part de l'Iran. Et puis il y a quelques instants, on a appris que le porte-avions USS Ford qui se trouvait en mer Rouge fait direction vers la Crète pour subir des réparations. Il y a quelques heures, c'est le New York Times qui révélait que cela avait pris plus de 30 heures pour éteindre l'incendie qui s'est déclenché dans la laverie. Et donc, accessoirement, les marins ne peuvent plus faire de machines et 600 marins sont privés de lit. Ils dorment depuis sur des tables, sur des chaises. C'est ce que raconte le New York Times, qui dit aussi que c'est très difficile, évidemment, de parler à des gens à bord de ce porte-avions, mais ils ont réussi à avoir quelques témoignages. Et selon ces témoignages, on a dit à ces marins et pilotes que la mission devrait continuer encore 2 mois jusqu'à mai, alors que cela fait déjà 10 mois qu'ils sont en mer. Donc cela ferait au total une mission d'1 an, ce qui est environ le double du type de mission habituelle sur ces porte-avions. Merci beaucoup, Chanardi. Là, effectivement, l'accumulation, on citait tout à l'heure Chirac avec les emmerdes qui volent en escadrille, c'est vrai que c'est terrifiant. Entre ça, la base, cette histoire un peu triste du porte-avions, il avait déjà les toilettes bouchées. Et maintenant, c'est cette histoire affreuse le feu a pris, ce sont la laverie. Mais il y a des rumeurs qui circulent que ce seraient les marins eux-mêmes qui auraient mis feu au navire. Mutinerie. Est-ce que ce sont des rumeurs, c'est de la fake news pour envenimer encore plus la situation, ou alors... Vous n'êtes pas d'accord, Guy Monquette? Mais c'est intéressant américains, de voir que les Américains circulent ce genre vous imaginez des marins, enfin des soldats de la marine américaine en mission saboter leur propre bateau? Je crains fort que vous ayez été victime d'une fake news. Mais ce qui est intéressant, j'ai dit tout de suite que c'était sans doute une fake news. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'informations circulent. Mais c'est intéressant, vous répandez ce genre de rumeurs. Effectivement, il y a pas mal, notamment dans les cercles pro-iraniens. L'atmosphère aussi au sein des médias américains. C'est possible, ça, d'après vous, qu'il y ait un sabotage ou une mutinerie au sein du porte-avions? Moi, je n'y crois pas du tout. On est dans une guerre de communication, donc il y a énormément de fake news qui sont... L'Iran pousse beaucoup ce genre, évidemment, de récits, et les Russes. C'est leur marque de fabrique.
Et les Russes aussi, ils essayent beaucoup. On avait vu avant la guerre les fameuses images de l'IA, des bombardiers sur les marins américains. Non, tout ça c'est une guerre globale de communication où on essaye de faire porter à Trump ses échecs alors que nous sommes en pleine guerre. Et elle doit continuer. Cela étant, c'est une mauvaise journée pour Trump. Ça, personne ne peut le contester. Est-ce que vous le reconnaissez aussi ? Il y a des jours difficiles. Une guerre n'est jamais facile. Il y a des jours difficiles. Je voudrais d'abord, en priorité, si vous me permettez, aussi de rappeler la mémoire du militaire Arnaud Frion, français, qui est décédé, pour lequel il y a eu des obsèques aujourd'hui. C'est une guerre globale qui touche non seulement les États-Unis, mais aussi la France. Et rappeler que dans ce combat, malheureusement, il y a des morts et il y a des attaques sur les ambassades. Ça nous rappelle les Américains Benghazi, qui avaient quelques années en Libye. Donc forcément, ce sont les intérêts américains qui sont attaqués dans toute la région. Et encore une fois, les Iraniens montrent que de manière déloyale, de manière kamikaze, ils vont aller frapper là où ils peuvent frapper de manière aléatoire. C'est un document, c'est le moment où Lise Ramboudou, notre envoyée spéciale, est en train de parler et elle est surprise par le fait, une de nos envoyées spéciales dans la région, elle est surprise par l'arrivée du drone contre l'ambassade. Ici, à Bagdad, on est au cœur de la vie irakienne. La majeure partie de la population, elle est chiite et très religieuse. Et elle soutient le régime des mollahs chiites en Iran. Elle est donc totalement opposée à cette guerre israélo-américaine. Et là, pendant que je vous parle, vous voyez, c'est une attaque de drone sur l'ambassade américaine qui se trouve là, juste dans cette green zone, la zone verte, qui est en fait le quartier diplomatique. Là, on voit que le système de défense anti-aérien de l'ambassade fait son travail. Voilà, ça se passe comme ça un peu toutes les nuits ici à Bagdad en ce moment. Et ce sont des milices chiites pro-irakiennes soutenues par l'Iran et donc armées par l'Iran qui lancent ces attaques et qui les revendiquent. Voilà, et c'est l'occasion de saluer le travail exceptionnel évidemment de Lise Ramboudou qui rend compte, elle était là quand la France a été endeuillée par ce qui s'est passé en Irak, elle est là aussi à ce moment-là extrêmement important. Vous êtes avec nous, Michel Polaco, expliquez-nous l'image qu'on voit ici, c'est-à-dire les batteries anti-aériennes, est-ce que c'est irakienne ou américaine qui tentent quand même mais qui n'arrivent pas à intercepter tous ces drones iraniens dans leur ciel? Écoutez, difficile à interpréter par rapport à ce que je vois, mais effectivement, très probablement, et des batteries irakiennes venues des États-Unis, il faut le savoir, et des batteries américaines. Mais je n'ai pas l'impression que les Américains avaient envisagé d'être obligés d'organiser une défense importante à partir de l'Irak, de leurs emprises ou de leurs alliés. Est-ce qu'ils sont débordés, disons les choses, Michel Polaco? Est-ce qu'ils sont débordés? Est-ce qu'on est au point où ils ont un problème? Parce que moi, je trouve très peu convaincant qu'ils n'essaient pas davantage de protéger. Là, encore une fois, c'est pas un centre commercial dans un quartier de Dubaï un peu au hasard, c'est l'ambassade des États-Unis au cœur du Proche-Orient. Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a quand même une attrition assez claire des missiles et des drones iraniens, mais une très très bonne utilisation de ce dont ils disposent. Et d'autre part, de la part des États-Unis, une mauvaise, une mauvaise prévision de ce qui pouvait être utilisé et de ce que pouvaient être les stocks iraniens et de la manière dont ils allaient les utiliser. Je crois que ça a quand même été mal calculé. Alors encore une fois, ce à quoi on assiste, c'est quand même pas catastrophique de dire que les Américains sont pas en train de voir toutes leurs emprises détruites, ni toutes les emprises de leurs alliés dans le Golfe. Mais ça a un effet politique et médiatique qui est considérable, qu'ils auraient pu éviter, et ils auraient pu l'éviter s'ils l'avaient anticipé. Or, Regardez à mon sens, ensemble, ça n'a pas été anticipé dans les bonnes proportions. Regardez et aidez-nous tous à commenter sur ce plateau ce qu'on voit là, c'est-à-dire les drones iraniens qui ont réussi à se balader comme ça dans cette zone verte dont on parlait tout à l'heure. Cette image est tellement accusatrice pour les faiblesses de la sécurité américaine. Ce drone iranien ou pro-iranien se balade tranquillement. Le coup le plus dur qui a été porté aux Américains jusqu'à présent, c'était l'attaque de la base au Koweït. Vous avez 7 morts et vous avez plusieurs dizaines de blessés, avec des cas très importants. Et c'est
avec des drones déjà, avec des drones Shahed, donc les moyens les moins sophistiqués dont disposent les Iraniens, mais effectivement, visiblement, les Américains n'ont pas complètement anticiper cette menace. Mais il faut quand même dire que 95% des attaques de drones sont quand même arrêtées, interceptées par les services militaires américains. En Ukraine, c'est 70% à peu près. Oui, après ça dépend aussi de la trajectoire. C'est-à-dire que si le drone est lancé très près, si vous lancez votre drone qui va faire un parcours de 2 heures, qui va faire plusieurs centaines de kilomètres, oui, vous avez largement le temps de le repérer, de l'intercepter. Là, s'il est tiré très près, c'est beaucoup plus compliqué de le repérer dans une ville et puis de le tirer. Parce que c'est effectivement compliqué. Alors, les Israéliens, eux, ils bombardent des quartiers chiites d'autres pays. Je pense évidemment au Liban. Les Américains ne le font pas, et je pense qu'ils ont raison. Et donc, la riposte, elle est extrêmement difficile. Mais moi, enfin, en tout cas, pas toujours. Non, mais ils l'ont fait dans le passé. Ils l'ont fait dans le passé, vous avez raison. En tout cas, ils ne le font pas dans cette guerre. Et c'est vrai que ils sont dans un pays souverain. Donc, c'est un peu comme quand, en juillet 2023, l'ambassade de France à Niamey est prise d'assaut par des amis du pouvoir. On a fermé l'ambassade au Niger, mais on n'a pas déclaré la guerre au Niger, et c'est très difficile de répondre à un assaut comme ça qui n'est pas un assaut d'État à État, avec en plus dans les conditions techniques que rappelait Michel Goya. Juste un mot, je veux dire, ça renvoie aussi aux Américains. Ça renvoie le nom de Bagdad, ça renvoie à toutes les années de guerre. Mauvais souvenirs. Depuis 2003. Très mauvais souvenirs, les batailles complètes qu'ils ont faites à Bagdad. Mais qui continue le nombre d'attaques de ces miliciens depuis, pas simplement à cause de l'attaque contre l'Iran, mais ces dernières années. Ils attaquent systématiquement des soldats américains et des points américains. Et cependant, les États-Unis portent des coups aussi très importants, et leurs alliés israéliens. Vous nous avez rejoint, Myriam Cher. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste israélienne. Votre voix sera très importante aussi ce soir. Regardez, à l'instant, ou plutôt tout à l'heure, on apprenait la confirmation par l'Iran cette fois de la mort d'Ali Larijani, un des principaux personnages, un des piliers du régime iranien après la mort de Khamenei. Les deux sont morts, Larijani et Soleimani. Et regardez l'image sans doute la plus marquante de la soirée, c'est la façon dont les Israéliens ont réussi à repérer le responsable des gardiens de la révolution, le responsable Basij plus exactement. L'armée de l'air israélienne revendique cette attaque contre des soldats et des positions d'unité Basij déployées dans Téhéran, et particulièrement ce bombardement d'une précision qui évidemment est tout à fait redoutable pour ses adversaires. Oui, difficulté de ce genre d'exercice. D'abord, c'est localiser les cibles, puis ensuite être capable de les tirer très vite, c'est-à-dire ce sont des cibles très fugitives, donc il faut avoir les moyens de tirer très très vite. Là, on est dans une situation où les Israéliens et les Américains maintenant ont une grande supériorité dans le ciel. Là, on est probablement sur un drone qui surveillait, qui traquait la cible et qui a probablement guidé un projectile dessus sur cet objectif, donc lancé depuis un chasseur bombardier ou un bombardier. Comment le repère-t-il ? Comment est-ce qu'on est si exact ? Myriam Shermer, vous êtes journaliste politique israélienne, je rappelle votre livre Knesset 2026 sur la politique israélienne aux éditions Hermann. Là, il y a techniquement, qu'on approuve ou non ce genre d'opération, il y a techniquement un exploit israélien. Oui, mais une longue série de prouesses israéliennes. Israël est spécialisé dans ce genre d'opération, c'est pas du tout nouveau. Et on voit depuis le début de l'opération que les Israéliens disent nous, on cherche la prouesse, on cherche les moments spectaculaires comme ça. Les Américains, eux, bombardent de façon beaucoup plus systématique. Et nous, on va faire ce genre de choses. Mais pardon, aidez-nous vraiment là, on est dans la technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils arrivent à la seconde précise à savoir, encore une fois, c'est un personnage important du régime qui est visé là. À cette seconde précise, comment est-ce qu'ils ont l'information ? Il y a deux choses. Il y a les informations sur le terrain, et le Mossad a dit à 2 reprises maintenant, a ouvertement dit aux Iraniens, donnez-nous des informations, nous sommes avec vous sur le terrain. Ouais. Donc c'est une chose importante. Et la deuxième chose, c'est que c'est une opération qui est préparée depuis des mois, et on a une banque de cibles très importante. Les Israéliens disent en off, on a encore 6 semaines de cibles devant nous. Donc voilà, méthodiquement. Ce soir d'ailleurs, je pense que vous l'avez préparé cette vidéo, Benjamin Netanyahou se met en scène avec l'ambassadeur américain en lui montrant un petit papier, voilà ma liste, j'ai coché plusieurs noms, je continue méthodiquement, etc. Donc tout ça est très bien préparé. Oui, on va l'écouter précisément, cette séquence où on voit à quel point l'État d'Israël revendique maintenant de tuer les uns après les autres et dans un rythme effréné tous ses ennemis dans la région.
Monsieur le Premier ministre, je tenais à vous dire que le président m'a demandé de venir m'assurer que vous alliez bien. Oui, je suis bien vivant. Je m'en suis assuré. Et j'en suis ravi. Mais il tenait à s'en assurer parce que, vous savez, vous vous entendez trop bien. Je sais, et on se serre la main avec 5 doigts. Tu sais, je suis en vie, mais j'ai cette carte. Ne la lis pas. C'est une liste. Et aujourd'hui, j'ai effacé 2 noms. Et tu vois combien il en reste. Vous savez quelle est la bonne nouvelle ? Mon nom n'y figure pas dessus. Votre nom figure sur la liste des gentils, les vrais gentils. Merci. Voilà, cette image est incroyable. Eukabi, c'est l'ambassadeur. Il est même plus pro-israélien que certains Israéliens. Il est vraiment très très à droite, disons, dans le spectre. Hein. Et cette image est folle parce que ceux qui soutiennent Israël applaudiront, ceux qui s'en inquiètent diront c'est vraiment le côté incestueux du rapport avec l'administration Trump. C'est le duo gagnant. Les États-Unis et Israël travaillent ensemble intelligemment. Depuis quelques jours, on dit il y a peut-être une incompréhension ou un début de conflit sur la stratégie, mais non, ils travaillent main dans la main, ils ont peut-être des objectifs différents, mais ils se complètent l'un à l'autre. Israël, depuis très longtemps, attendait cette opération puisqu'elle en joue de son existence, et aujourd'hui, elle a besoin d'aller au bout pour finir et de couper toutes les têtes du régime iranien, et les États-Unis veulent absolument en arrêter avec cette guerre depuis 47 ans où ils sont insultés et ils sont terrorisés dans le monde, et enfin, l'opportunité est là. J'aimerais vraiment on n'est pas allé au bout de l'explication technique. Comment est-ce que, avec quels agents, parce que c'est pas un passant simplement informateur du Mossad, c'est plus sophistiqué que ça pour le trouver. Alors, ce que l'on sait, et surtout après l'opération sur Khamenei, c'est qu'il y avait des personnes vraiment complètement insérées au centre du régime depuis des années, qui passaient des informations à Israël. Et donc là, ce qui va se passer après l'assassinat de Larijani, c'est que le degré de méfiance et de doute, on peut même imaginer une forme d'hystérie qui devrait s'emparer des personnes du régime qui savent qu'ils sont sur cette liste de noms, savoir qui autour d'eux, est-ce que c'est même leur épouse qui est peut-être en train d'espionner sur eux. Et donc tout ça, ça fait partie aussi de la stratégie israélienne, de semer le doute et de chercher aussi comme ça à fissurer le régime. Après, j'ai vu des choses assez humoristiques venant de comptes israéliens en disant voilà, les États-Unis demandent 10 millions de dollars pour assassiner certaines personnes. Nous, on le fait gratuitement. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a dit. C'est même lui qui l'a dit. Voilà, il a dit on a fait ça gratuitement, sous-entendu donnez-nous les 10 millions. Bon, a priori, les Américains et les Israéliens ont suffisamment de relations bilatérales pour ça. Et puis les Américains donnent beaucoup plus que 10 millions à Israël depuis de nombreuses années. Mais Samantha a raison, parce que Pazakian a accusé le régime, les gardiens de la révolution, par rapport à cet assassinat. Et donc ça crée une certaine manière des conflits en interne. Mais ils se soupçonnent et donc depuis un moment. Ça crée les conditions d'un probable chaos en interne qui va arriver. J'aimerais votre regard encore, Michel. Vous étiez sniper, vous dirigez des snipers. Je crois que vous aviez tué 12 personnes dans votre carrière de sniper. Pas autant, mais combien ? Non, pas autant. Combien ? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez tiré vous-même et vous avez dirigé des tirs. Là, on est à un autre ordre de grandeur, c'est-à-dire on a pressé. De quel œil vous regardez cette façon-là de tuer l'ennemi ? Alors c'est quelque chose qui a été mis en œuvre pour lutter contre les organisations d'armée. D'abord, les Israéliens, ce sont les premiers à entreprendre la décapitation ciblée de toutes leurs ennemis, de toutes les organisations. Les Américains s'y sont mis après 2001. Globalement, face à des organisations armées, ça n'a pas donné beaucoup forcément de résultats décisifs en tout cas, mais ça a permis d'affaiblir. Là, c'est la première fois qu'on pratique cette politique vis-à-vis d'un État. Au passage, ce sont les Israéliens qui font ça, c'est pas les Américains. Et ils font ça parce qu'ils ont réussi après des années de travail, à mettre en place un réseau à l'intérieur même du système qui leur permet de décapiter. Sur la manière de tuer. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que en parallèle, si vous voulez, d'une campagne de frappe aérienne tout à fait classique, on a pour la première fois une campagne d'élimination à grande échelle qui se rajoute à ces frappes. Ça, qu'on sache véritablement d'ailleurs
qu'est-ce que ça peut produire comme effet. Maintenant, oui, alors après, ce qu'il faut, c'est, on y revient, en plus, il y a deux aspects. Il y a un aspect renseignement, il faut trouver les cibles, les suivre en permanence, savoir les localiser, etc. Puis ensuite, comme je disais tout à l'heure, il faut les frapper. Et Israël, ça se retrouve à 1500 km de Téhéran. Comment on fait pour éliminer des gens qui sont tout de suite, vous avez ce qu'on appelle l'heure dorée. L'heure dorée, c'est le moment où voilà, il faut tirer. Vous savez où il est, et vous n'avez pas beaucoup. C'est pas tout à fait l'heure bleue de Guerlain, c'est un peu plus. Donc il faut. Non, mais on parle ça. Mais il faut. Voilà, vous avez juste quelques instants pour pouvoir tirer. Et comment on fait pour tirer lorsqu'on est à 1500 km? Alors soit. Effectivement, vous êtes sur place, vous avez des agents, vous sabotez, etc. Soit, comme c'était le cas dès le départ, que la mort de Khamenei, c'est-à-dire que vous avez utilisé des capacités de frappe à longue distance ultra rapides. Passons par vous. Qui leur permettent de bombarder, de détruire des bâtiments. Raphaël Jérusalemi, vous êtes encore plus proche parce que Israël, renseignement militaire, vous êtes ancien du renseignement militaire. Ce sont vos camarades de combat qui ont mené ça. Qu'est-ce qu'on peut présumer, conjecturer, qu'est-ce qui sort dans la presse israélienne sur là, on s'approche vraiment de la méthode très exactement de ce qui s'est passé. Alors, l'élimination elle-même, c'est 20 bombes de 1 tonne, soit 20 tonnes sur l'immeuble où était la cible. Et il y avait en fait aussi le fils de Laridjani et son adjoint qui étaient aussi présents dans cet appartement. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est la rapidité de l'opération. D'abord, on a coupé depuis très récemment toute la bureaucratie, c'est-à-dire il n'y a plus d'habitude, si vous voulez mener une opération comme ceci, il faut l'autorisation du ministère de la Défense et du Premier ministre. Cette autorisation est maintenant carte blanche, c'est-à-dire sur la banque de cible. Si la cible peut être atteinte, il n'y a pas besoin de demander le cachet officiel, on peut y aller allègrement. Deuxième chose, je vais être très rapide là-dessus, mais c'est très important, la rapidité avec laquelle, du terrain, donc on reçoit l'information, qui est transmise à l'unité 8200, qui va l'analyser et qui va préciser à l'armée de l'air exactement de quelles munitions on a besoin, de quel angle frapper, etc. Pour la rapidité de l'action, il faut juste préciser que les avions étaient déjà en vol pour d'autres missions et qu'on savait que durant la nuit, il y aurait cette possibilité de frapper cette cible aussi, puisque l'opération avait été en fait reportée d'à peu près 24 heures. Elle devait avoir en fait lieu la nuit précédente. Ce qui est intéressant, je pense que le photo, par contre, qu'on voit, c'est plutôt le commandant Basiji qui est en train d'être éliminé. C'est pas tout à fait la même chose, parce que là, c'était plutôt une drone que plusieurs tonnes de bombes qui frappent un bâtiment. Mais dans les deux cas, cette importance d'intelligence humaine, c'est-à-dire tout ce qui est renseignement, et puis les calculs derrière, c'est-à-dire à quel moment on le voit. On a vu aussi, par exemple, avec Khamenei, tout le contrôle cyber de la ville qu'avaient les Israéliens, notamment des caméras de circulation, entre autres. Tout ça est nécessaire pour pouvoir trouver la bonne personne au bon endroit. Est-ce que c'est de bonne politique? Écoutez le président Trump qui ironise. Il ironise lui-même en disant mais il y a tellement de morts, on ne sait plus très bien avec qui négocier. Laridjani était un de ceux avec lesquels potentiellement les États-Unis auraient pu négocier. Écoutez. On nous a demandé pourquoi est-ce que l'on négociait. Moi, je parle à tout le monde. Parfois, il se passe de bonnes choses. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts pour ça. Et on ne sait même pas qui sont leurs dirigeants, car tous leurs dirigeants sont morts. Ils sont tous morts. On a éliminé le premier groupe, puis ils ont dû nommer un deuxième groupe parce que le premier était mort. Le deuxième a ensuite été neutralisé. Eux aussi, ils sont tous morts. Maintenant, il y a un troisième groupe, mais je pense qu'ils sont un petit peu angoissés à l'idée de nous rencontrer. S'ils ne sont pas angoissés, alors ce sont des fous. Voilà. Est-ce que c'est de bonne politique? Je vous lis par exemple la réaction de Gérard Haro. Que recherchent les États-Unis et Israël en tuant les Iraniens susceptibles de négocier une fin de ce conflit? C'était tout à l'heure sur X, de ceux qui disent, mais en réalité, est-ce que vous comprenez ce point de vue, disant, mais oui, à force de tuer, il n'y a même plus ceux avec qui on pourrait négocier?
Mais c'est des terroristes. Je comprends pas la question de ce ex-ambassadeur qui se permet parfois d'avoir des commentaires. On ne comprend pas en quoi on devrait protéger des terroristes au titre que ça pourrait être potentiellement des futurs interlocuteurs. Ce sont des terroristes. Il faut couper la tête de tous ces terroristes pour enfin nettoyer de l'intérieur l'ensemble de ce régime et pouvoir faire émerger des vrais leaders avec qui on pourra travailler. Alors pour expliquer l'attitude de ceux qui voyaient en Larijani une personne qui aurait été possible avec qui il aurait été possible de négocier, il faut aussi remonter à ce que disait Trump il y a quelques semaines. Il disait finalement, je ne cherche pas forcément la démocratie, on pourrait le remplacer par un des leurs. Est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir tué pour vous ? Je ne vais pas me prononcer. Pour moi, moi, je suis contre tuer qui que ce soit. Voilà, je vais répondre de façon très simple. Vous auriez préféré une justice, c'est ça ? Pour moi, c'est pas la justice tuer quelqu'un. Et la justice, elle existe. Et puis les pulsions humaines, elles sont autre chose. Mais si on parle de justice, non, je suis pas. Et on vous dit quoi aux milliers qui sont morts en janvier ? La justice, elle est où ? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, monsieur. Si quelqu'un touchait à mes enfants, j'aurais envie de le tuer. Mais ce ne serait pas la justice. Et je voudrais que la justice m'empêche de le faire. Voilà, parce que je suis fondamentalement contre la peine de mort. Mais là-dessus, parce que le principe, c'est un principe important. Non, mais attendez, restons un instant là-dessus. C'est-à-dire, parce qu'il faut écouter toutes les voix. Effectivement, Gérard Araud qui dit c'est une erreur politique. Vous vous dites qu'on sort de la justice. Alors non, c'est trop basique de dire ça. Larijani était vu par beaucoup de personnes qui sont spécialistes de ce conflit et qui regardent le Moyen-Orient depuis des années comme une personne avec qui il aurait été possible de continuer à négocier quelque chose, quelqu'un avec qui il aurait été possible d'essayer d'avoir une sortie. Comme Trump l'avait lui-même dit, en gardant quelqu'un du régime en place. Est-ce que les Israéliens ont raison de balayer tout ça en disant non, on le tue, comme ça c'est réglé ? J'ai pas envie de dire si les Israéliens ont tort ou pas. C'est trop basique comme question. Il faut un long débat. On appuie ou non sur la gâchette. À un moment donné, c'est très basique, ça c'est sûr. Non, mais l'élimination de Larijani me semble en soi pas une mauvaise chose. C'est l'un des dirigeants de ce régime. Il a du sang sur les mains. On va dire l'appareil sécuritaire iranien est d'une cruauté épouvantable. Mais la question c'est est-ce que c'est utile ? C'est-à-dire que l'Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants avec un système universitaire assez performant, donc une capacité à pouvoir remplacer les élites, ceux qui sont éliminés par d'autres. Et donc on se dit, mais combien de temps ça va durer ? Et moi, vraiment, pour moi, la grande inconnue, c'est comment se fait-il que les Israéliens, qui aient une connaissance aussi fine de tous ces organigrammes, de savoir où ils sont, à quel moment, pouvoir les éliminer, c'est ça. Réponse, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas Raphaël Jérusalemi, réponse à ça, quand vous entendez les réserves nuancées, mais enfin les réserves qui sont faites en plateau à Paris. Alors, il y a des personnalités qui sont éliminées et qu'on peut remplacer par le numéro 2, par le numéro 3. Il y a des personnalités qui sont éliminées et qu'on ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer Ali Khamenei, le guide suprême. On n'a jamais remplacé le général Soleimani, chef des gardiens de la révolution, liquidé par les Américains. Il y a ici des personnages, et Larijani inclus, dont je précise tout de suite qu'il n'y a rien à négocier avec Larijani. C'est complètement méconnaître la mentalité des personnages de ce régime. Si on croit qu'on peut négocier quoi que ce soit avec eux, c'est ridicule. Mais par contre, Raphaël Jérusalemi, avouons que dans le passé, on a négocié avec ces gens. Donc peut-être qu'il n'y avait plus rien à négocier, mais dans le passé, la France, les États-Unis, enfin beaucoup ont négocié avec lui. Hein. Et encore une fois, je vous lis ce que dit Gérard Araud. Que recherchent les États-Unis et Israël en tuant les Iraniens susceptibles de négocier une fin de conflit ? Non, alors, il y a une différence dans l'agenda américain et l'agenda israélien. Je précise juste que Larijani n'est pas remplaçable de par son charisme, de par son génie stratégique et de par la puissance qu'il exerçait. Surtout, il était le lien entre la religion et l'armée, entre les mollahs et les gardiens de la révolution. C'était une cheville extrêmement importante et il ne va pas être remplacé du tout. Il y aura peut-être des candidats, mais ils seront de moindre importance. Ils seront éliminés aussi et ceux-là seront de moindre importance. Plus vous éliminez et plus ceux qui les remplacent sont beaucoup moins expérimentés, beaucoup moins puissants, beaucoup moins intelligents. Je termine juste en disant qu'il y a une différence entre l'agenda américain et l'agenda israélien. Trump est prêt à négocier avec le diable s'il le faut. Il était prêt à négocier pour le nucléaire. Les Israéliens n'ont aucunement l'intention de négocier. Ils ont l'intention d'aller jusqu'au bout et de renverser le régime et donc de tuer les uns après les autres, couche par couche, tous les membres de ce régime. Je compare ça, et je termine avec ça, à des rats que vous avez dans votre cave.
vous avez des rats dans votre cave, si vous les exterminez pas, ils vont se multiplier, ils vont prendre toute votre maison. Et donc, il faut les exterminer. À chaque fois qu'ils se reproduisent, il faut repasser à la dératisation. Nous sommes dans une opération de dératisation. Ces personnages sont des cibles. Et c'est pas personnel, hein, ce sont des cibles. On les détruit comme on détruirait un tank, comme on détruirait une cible militaire. C'est tout. Ce sont des Est-ce que obstacles vous entendez, stratégiques. Raphaël Jérusalemi, est-ce qu'il y a d'autres dirigeants dans la région, par exemple le Djoulani en Syrie, qui est à la fois un ancien djihadiste, il a tout fait. Lui, il a eu Al-Qaïda et groupe État islamique. Est-ce que vous voulez le tuer aussi ? Non, parce que lui, justement, en train de vouloir tuer Naïm Kassem, le chef du Hezbollah, vous voyez. Donc, on lui laisse la vie sauve, puisqu'il se joint plutôt à nous dans sa lutte contre les Hezbollah, qui risque d'affaiblir son propre régime. Donc, il a un intérêt, j'oserais dire, presque commun. C'est un peu le monde à l'envers, mais avec les Israéliens aujourd'hui, comme d'ailleurs la plupart des pays arabes aujourd'hui, sont en fait indirectement alliés d'Israël. On va avancer. Merci beaucoup. Trump veut-il aller plus loin ? Peut-être pas sur les éliminations physiques, puisqu'on comprend que les Américains et les Israéliens n'ont pas la même vision là-dedans. On va y revenir dans un instant. Mais dans l'effort militaire concernant Hormuz et les troupes au sol. Regardez les images. Le navire Tripoli qui continue sa route dans la région. Et Michel Goya, c'est un signal. C'est un navire qui peut transporter des milliers de marines. Et là, on est dans le scénario possible d'un débarquement. Oui, alors le bâtiment il est aussi gros que le Charles de Gaulle, c'est ce qu'on voit. C'est pas le seul, c'est ce qu'on appelle un groupe amphibie, un groupe d'assaut amphibie. Il y a ce bâtiment principal, puis il y a d'autres bâtiments qui portent également des embarcations pour mener des opérations amphibies. À l'intérieur, vous avez un gros bataillon de Marines, vous avez des hélicoptères, des Ospreys qui sont des avions hélicoptères, c'est ce qu'on voit là. Et puis vous avez même d'ailleurs des F-35, des Marines, des F-35B qui peuvent à décollage vertical. Donc vous avez toute une force intégrée, interarmes, qui est capable de mener soit des opérations héliportées, c'est le plus souvent, soit des opérations purement amphibies, de la mer vers la terre. Au passage, je crois que ça doit faire 2 mois que je me posais la question à savoir pourquoi les Américains n'avaient pas, sur ce plateau, pourquoi les Américains n'avaient pas déployé de groupe amphibie, alors que c'est quand même globalement indispensable. Ils en avaient déployé un face au Venezuela, et c'était d'ailleurs du navire, du porte-hélicoptère d'assaut qui était parti le raid sur Caracas, de capture de Maduro. Donc avec ça, alors il n'est pas arrivé tout de suite, mais avec ça, ils peuvent mener effectivement des raids, des opérations, notamment le long de la côte. Ils peuvent peut-être s'emparer de l'île de Khark, etc. Avec des hélicoptères, mais ils peuvent aussi déployer des moyens au Koweït, par exemple, des moyens à peu près similaires, des unités d'infanterie légère, de 82e Airborne, avec des hélicoptères, et pouvoir mener les mêmes choses. Ce que je veux dire simplement, je termine par là, c'est qu'ils n'y étaient pas. Voilà. Et ça va prendre 2 à 3 semaines. Donc Voilà, de la même façon qu'il n'y a pas de chasseurs de mines. Les chasseurs de mines qui étaient là, ils ont été retirés avant la guerre. Donc on est obligé de renvoyer des nouveaux, ce qui montre bien que cette guerre de côte, en tout cas, elle n'a pas été anticipée par les Américains. Donc maintenant, Quelle est la suite ? 18e jour. Expliquez-moi vraiment, quand on voit la masse de nouveaux appareils qui sont en train de venir, le CENTCOM donne la liste encore aujourd'hui, B1, B2, B52, F18, F22, F35, le Tripoli qui arrive, ils prennent des coups, on va y revenir, l'ambassade américaine à Bagdad touchée, mais enfin, ils sont prêts à en donner beaucoup d'autres. Dans une guerre, et malgré ce que peuvent dire aujourd'hui autour de cette table certains de mes voisins, je suis pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. Il faut quand même dire c'est une guerre avec plusieurs phases. Trump a envisagé ces phases malgré peut-être certaines réticences autour de lui, mais ces phases ne pouvaient pas être déployées dès le début, parce que ça donnerait l'impression d'aller tout de suite et de tout déployer, parce qu'on ne connaissait pas aussi la réaction du régime iranien, dont on voit la folie, mais clairement les Américains en ont la capacité, puisqu'ils sont capables de déployer. Deuxième des choses, c'est qu'on l'a dit depuis le début, malgré ici tout l'amour qu'on peut souvent porter sur Trump, c'est que ce genre de conflit ne peut pas se régler en quelques jours, ni en quelques semaines. Ça prendra du temps, malgré les éléments de langage et le décodage qu'il faut avoir sur les prises de parole de Trump, où il dit on peut finir ça rapidement. C'est une façon de s'exprimer et d'envoyer un message à ses ennemis. Et donc l'opération ira jusqu'au bout, elle prendra le temps nécessaire. Pour l'instant, ça suit son cours. Il peut y avoir des difficultés, comme on l'a vu avec l'ambassade américaine en Irak, mais clairement Trump veut aller jusqu'au bout de cette guerre avec les moyens nécessaires dont il dispose. Alors c'était une surprise que les Iraniens menacent le détroit d'Ormuz ?
Non, je pense que c'était prévisible, mais à un moment donné, il attendait peut-être aussi que les Français, les Anglais, les Européens de manière générale disent c'est un détroit important pour nous, donc on peut le sécuriser ensemble parce que ça peut préserver nos économies. Ils n'ont pas voulu, donc Trump prendra le temps nécessaire. Non, il a dit plutôt qu'il pensait qu'ils allaient capituler. Les militaires américains ont très clairement dit qu'ils allaient le prendre, on sait, parce que ça fait 47 ans qu'ils font cette simulation. Que la politique n'écoute pas les militaires, c'est assez habituel. Je pense que Michel dirait pas le contraire. Mais Donald Trump n'est pas militaire, il n'a jamais fait sa service, et il ne sait pas nécessairement, justement, et il n'a pas forcément écouté ses militaires. C'est le problème, donc ils font du rattrapage. Et s'il avait prévu vraiment que le détroit d'Ormuz risquerait d'être fermé, il aurait augmenté ses réserves stratégiques de pétrole, il aurait parlé à ses alliés pour dire voilà, moi je veux les bombarder l'Iran, on va avoir un gros pépin économique, donc faites des réserves stratégiques de pétrole, faites des réserves. Il les a fait. Il est au Venezuela. Mais vous avez oublié, il est au Venezuela. Il est chez lui au Venezuela. Il a placé quelqu'un, donc il peut se servir. Il n'a pas parlé avec ses alliés, c'est ça le problème. Ça, c'est un autre problème. Mais sur faire les réserves stratégiques dont Samantha parle, il a fait une opération très intelligente quelques semaines avant au Venezuela. Donc il s'est assuré qu'au niveau pétrole, il irait les chercher là où il y a le pays où on dispose le plus, si nécessaire. Il y a des réserves stratégiques dont les États-Unis aussi l'utilisent. Aujourd'hui, elles ne sont pas aux États-Unis, c'est un gros problème, et c'est pour ça que le pétrole, de l'essence augmente là-bas. C'est pas le problème majeur. Ça sera un problème peut-être pour des pays européens ou autres. Mais vous oubliez qu'il y a beaucoup de ces alliés. Soyons pas trop théoriques. Est-ce que oui ou non, d'après vous, on est au stade où il est en train de préparer une intervention terrestre? Soyons clairs. Oui. Vous pensez tout ça? Je l'ai dit depuis le début. Alors, moi, deux choses. Non, mais là, c'est-à-dire, on est au 18e jour, c'est un cap très important. Même j'ai entendu des militaires israéliens. Rappelez-vous, et pardon, je vous dis ça un peu à votre charge, Isaac Barchicha, vous les Trumpistes sur ce plateau, vous avez dit longtemps jamais de troupes au sol. Et je vous l'avais annoncé ici avec un scoop qu'il y aura des boots on the ground. C'est vrai, voilà. Donc, mais beaucoup de vos camarades ont dit sur ces plateaux, la logique de Trump, c'est on ne risque pas des troupes au sol. Mais non, c'est une partie. Ça veut rien dire et tout dire. C'est dire non, il n'y a pas d'opération de conquête. Il n'y aura pas de division blindée américaine qui iront prendre Téhéran. En revanche, dans la continuité, dans la continuité de ce qu'on est en train de faire, c'est des opérations de frappe et de coup, on rajoute des moyens supplémentaires, des hélicoptères, des raiders, de l'infanterie légère qui va. On peut débarquer sur l'île de Khark, par exemple. Oui, bien sûr. C'est une énorme différence. La prise de risque est énorme par rapport. D'être bien tranquille dans un avion à 10 000 mètres. Non, là, tout à fait. Non, mais bien sûr, c'est ça la difficulté. Mais c'est le même type de campagne. On est là pour donner des coups. Simplement, il y a les avions, ils peuvent pas tout faire. Voilà, il y a des endroits où il faut aller chercher profondément. Il y a des bases qui sont inaccessibles. Il y a des points. Myriam Shermer, vu d'Israël, est-ce que c'est souhaité, est-ce que c'est souhaitable en réalité que les Américains aillent encore plus loin dans la guerre? Parce que c'est un cap, évidemment, s'ils vont au sol. Oui, les Israéliens ne parlaient pas du détroit d'Ormuz il y a quelques semaines. Et là, le message qu'on a aujourd'hui, on a notamment Benjamin Netanyahu qui se filme en train de poser le doigt sur la carte, etc., pour bien montrer. Et là, ce qu'on dit en Israël, c'est OK, on va aider les Américains. Pour l'instant, pas de façon opérationnelle, mais ils disent du point de vue des renseignements, fournir des renseignements pour soutenir les Américains dans cet effort-là. Israël ne se met pas ne se positionne pas comme étant un objectif ou une partie prenante dans ce conflit autour d'Ormuz. Je pense que les Israéliens sont très clairs. On crée les conditions pour le changement de régime. Si ça passe par un conflit de la sorte, ça passe par un conflit de la sorte. Et je pense qu'en faisant un zoom-out, Benjamin Netanyahu et Donald Trump, ils ont en commun, si vous voulez, de croire au fait de la nécessité de projeter de la puissance. Et les Américains, oui, pour beaucoup, sont très échaudés par leur guerre au Proche-Orient depuis le 11 septembre. Mais pour Trump, et il s'est beaucoup exprimé là-dessus, la façon dont les prédécesseurs sont sortis du Proche-Orient, notamment avec Joe Biden, pour lui, c'est une projection de faiblesse. Il n'est pas échaudé. Non, mais allons droit au but, pardon. Pour lui, on a tellement dit qu'il ne veut pas prendre de risques. Pardon, il y a 18 jours, la plupart des commentateurs disaient, vous allez voir, il veut 0 mort, 0 prise de risque. Or là, il prend des risques majeurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie scission chez MAGA. Il prend des risques ou non? Non, il va prendre des risques. Il est obligé de prendre des risques. Déjà. Mais s'il veut aller au bout et réussir, ce qui est tout à fait dans son intérêt et dans l'intérêt des États-Unis et du monde, il va aller jusqu'au bout. Mais ça veut dire quoi réussir? Décapiter le régime. Il va falloir le régime. Et après, faire quoi en Iran? Importer Reza Pahlavi ils ont tué Khamenei. avec son gouvernement transitoire. Non, mais Samantha de Bender, pardon. Tu préfères laisser le régime des mollahs?
Mais non, mais Trump ne veut pas détruire. Mais il n'est pas seul. C'est là où il y a une grande différence entre les Israéliens et les Américains. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a deux camps, si vous voulez, et ça explique un peu. Mais répondez à ça quand elle vous dit qu'il préfère laisser le régime des mollahs. C'est quoi réussir? D'abord, détruire le régime des mollahs pour permettre. Après avoir un pays. Il y a quand même une opposition divisée, soit, mais il y a une opposition. Et quoi? L'aider à venir au pouvoir, la financer, reconstruire le pays. Les Iraniens réclament un changement de régime. Pas ensemble. Déjà une chose à la fois. Non, mais s'il vous plaît, pas ensemble. Ça sert vraiment à rien de parler ensemble. On n'entend pas. Donc vous pouvez parler l'un après l'autre sans aucun problème, mais pas ensemble. Myriam. Plus de 80% des Iraniens, on le sait, demandent, réclament un changement de régime. Ils sont incapables de le faire eux-mêmes parce qu'ils sont désarmés face à un pouvoir extrêmement... Donc vous le souhaitez, vous souhaitez l'intervention, vous? Bien sûr, mais j'essaie de répondre à la question. On considère que les Iraniens... Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos aujourd'hui des cris de jubilation des Iraniens face aux éliminations. Donc les Iraniens, eux, n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur permette de créer autre chose pour eux-mêmes. Donc l'idée, c'est qu'au moment où le régime sera décapité, on leur passe la main et ils sauront s'organiser à ce moment-là. Alors laissez répondre Samantha. Moi, écoutez, moi je trouve que c'est une magnifique idée, mais je réfléchis comme quelqu'un qui a vécu la guerre en Irak, qui a aussi vécu la guerre de Yougoslavie, de l'intérieur. Si vous voulez, c'est très compliqué. On a des belles idées, on a envie de ça. Moi, j'ai envie de ça. J'ai grandi avec des Iraniens. Je sais que tous mes amis ne veulent qu'une chose, c'est un changement de régime. Mais on a. Et là, on sent que vous n'avez pas très envie qu'il aille au bout, quoi, visiblement. Mais j'aimerais qu'il aille au bout, mais je ne sais pas ce que ça veut dire aller au bout. Je ne sais pas quel sera le résultat final. Tuer un dictateur, je ne sais pas ce qu'on va faire avec les Baloutches, avec les Kurdes, avec les Azerbaïdjanis. Donc c'est mieux maintenant que le désordre qui pourrait suivre, c'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas en train de prendre une décision de bombarder l'Iran, et j'ai l'impression que la personne qui a pris cette décision ne sait pas ce qu'il veut non plus. Et c'est ça qui m'inquiète. Mais pardon, Samantha, il se passe des choses. Pardon, si Poutine était tué, vous diriez pas. Oh, il se passe pas grand-chose. Oui, on a pas tué, mais de toute façon, il sera remplacé. J'ai jamais dit qu'il se passait pas grand-chose. Khamenei tué, c'est un énorme événement. Évidemment que c'est un énorme événement. Et Larijani tué, c'est un énorme événement aussi. Ça vous satisfait que Khamenei ait été tué? Je veux voir comment sera la suite. Je vous répondrai quand cette guerre sera terminée. Non, mais je vous répondrai quand cette guerre sera terminée. Vous voulez me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire. Mais moi, je comprends votre côté humaniste, côté justice, côté. C'est le côté de quelqu'un qui a travaillé 20 ans à l'intérieur de gouvernement en période de guerre. Mais les choses évoluent. Il y a des opportunités comme celle-ci de mettre une bonne fois pour toutes fin à un régime qui existe et qui terrorise une région, voire un monde depuis 47 ans. Et moi, qui vois aussi de ce qui se passe depuis la France, qui est quand même le pays de la Révolution française, qui a donné la démocratie française aussi, le pays des droits de l'homme, que on voit ce qui se passe en Iran depuis des années, et là, de nos propres yeux, quand bien même on a des images, ce qui s'est passé rien que la nuit au début janvier, et personne ne se dit, mais ça suffit largement pour couper la tête de tout le monde. Et je voudrais juste finir ça par ce point. On oublie aussi la note positive derrière, les accords d'Abraham. Oui. Une région apaisée et élargie. Et ça, c'est quelque chose qui... S'il vous plaît, on avance, on est obligé d'avancer un petit peu. On va rediscuter dans un instant. On est avec Sonia Dridi en direct à Washington. Trump, alors qu'on soit pour ou contre cette intervention avec des réserves ou pas, Trump rencontre des difficultés, et notamment les Européens ne veulent pas l'aider dans l'affaire d'Ormuz. Écoutez-le, ça l'énerve passablement et il est très remonté contre les Européens. Je pense que l'OTAN commet une erreur très grave. Je le dis depuis longtemps, je me demande si l'OTAN serait là pour nous ou non. C'était donc un test décisif, parce que nous n'avons pas besoin d'eux, mais ils auraient dû être là. Tout le monde est d'accord avec nous, mais ils ne veulent pas nous aider. Et nous, vous savez, nous nous en souviendrons, car nous trouvons cela assez choquant. Voilà, Sonia Dridi, on a vu la cravate verte de Trump, c'est la Saint-Patrick, pour les anglo-saxons, tout ça est très important. Pour les Irlandais. Pour les Irlandais, voilà. Comment ? Et Trump a des origines aussi de la région. Exactement. Sonia Dridi, cette colère, est-ce qu'elle est feinte ou est-ce que pour lui c'est vraiment un coup majeur, là, le fait qu'ils doivent aller seuls, parce qu'ils demandaient l'aide des Européens ? Non, on sent que Donald Trump est vraiment frustré. Il a déclaré tout à l'heure dans le bureau ovale, je pensais que l'Europe allait nous aider parce qu'elle a des dragueurs de mines. En parlant des dirigeants européens, ils m'appellent tous pour me féliciter
et au final personne ne nous aide. Il a ajouté que l'OTAN commettait selon lui une erreur stupide, et un peu plus tôt dans un post sur Truth Social, eh bien Donald Trump a écrit: les États-Unis ont été informés par la plupart de nos alliés, en mettant alliés entre guillemets, de l'OTAN, qui ne voulaient pas être impliqués dans notre opération militaire. Et juste après ce poste, il y a le sénateur républicain Lindsey Graham, on le sait, c'est ce républicain qui a vraiment encouragé Donald Trump à intervenir en Iran, qui a dit qu'il avait eu Donald Trump au téléphone à propos justement des alliés qui ne voulaient pas aider les Américains à sécuriser le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, il a dit: je n'ai jamais entendu Donald Trump autant en colère depuis que je le connais, et ça fait très longtemps. Merci beaucoup Sonia. Que va-t-il se passer maintenant? Regardez les images du détroit d'Ormuz, de tous ces renforts qui sont en train d'arriver, et vous êtes toujours avec nous, Michel Polaco. Qu'est-ce qu'il peut et doit faire maintenant pour déboucher, pour libérer très vite ce détroit seul, puisque les Européens n'iront pas? D'abord, il ne leur a pas parlé très gentiment. Il n'a pas dit européen, vous avez remarqué. Il a dit les pays de l'OTAN. Non, mais c'est très important, parce que ce qui se passera après, ce sera contre qui? Contre l'Europe ou contre l'OTAN? Vous voyez, l'OTAN, c'est 32 pays, dont les États-Unis et le Canada. Tout le reste, c'est en Europe. Les pays européens, c'est 27 pays qui sont pas tous dans l'OTAN d'ailleurs. Donc c'est autre chose, quoi. Vous voyez, il y a une nuance qui, à mon avis, est très importante. Parce que, très bien, il leur a parlé d'une manière assez brutale, en disant de toute façon, il avait les moyens, il avait la plus grande armée du monde, il pouvait s'en passer, et qu'il avait besoin de personne. Bon, très bien. Donc, on lui a répondu qu'on n'y allait pas. Et maintenant, oui, c'est vrai, les Américains ont les moyens, certainement, d'acheminer des systèmes anti-drones, anti-missiles supplémentaires, que ce soit par mer ou par la voie des airs. Donc, ça veut dire simplement que ils vont continuer tout seuls. À mon avis, le plus important, c'est pas de savoir s'ils vont y arriver. Je pense qu'ils ont les moyens de tenir assez longtemps. C'est surtout de savoir quels dégâts il va y avoir dans cette relation qui existe entre les États-Unis et les pays d'Europe, dont les pays de l'OTAN, ou les pays de l'OTAN, dont les pays d'Europe. Entrons vraiment dans l'opérationnel. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, Michel Goya? Je reviens à vous, Michel Polaco. Il y a deux Michel, c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce qu'il peut faire là dans le détroit d'Ormuz? Militairement, pour nettoyer le détroit d'Ormuz, pour le réouvrir. Donc c'est une bataille complexe, c'est une bataille spécifique. Encore une fois, ça n'a pas été anticipé, donc il faut tout organiser maintenant. Donc il faut, c'est nettoyer toute la côte, mais la côte, elle est immense. Vous voyez l'île, c'est 1000 km de côte, et même c'est plusieurs centaines de kilomètres. Là, on voit. Vous voyez l'île qui est juste au nord du détroit d'Ormuz, elle est aussi grande que l'île d'Okinawa, pour donner un ordre de grandeur, s'il faut, par exemple, l'occuper. Mais par rapport à la France, c'est quoi? Vous êtes gentil, Okinawa, moi j'ai pas une référence. 100 km². Voilà, non, mais Okinawa, c'est 16 000 Marines morts pour s'en emparer. Non, mais ce que je veux dire, c'est une référence, effectivement. Vous dites, donc ça veut dire que ne serait-ce que la maîtriser par la terre, c'est très lourd. Donc on est sur un espace très important. À l'intérieur de cet espace iranien, vous avez des tas de capacités, en réalité très différentes. C'est devenu très dur maintenant de s'approcher des côtes. Bien le comprendre, ça c'est un élément nouveau de la guerre moderne. Enfin, c'est pas complètement nouveau, mais c'est quand même, voilà, on l'a vu d'ailleurs en Ukraine. Vous approchez des côtes, vous êtes vulnérable à des tirs de drones navals, vous êtes des missiles anti-navires, des vedettes rapides qui vont vous sauter dessus, des petits sous-marins de poche avec des torpilles à supercavitation, etc., etc. Des drones volants, et j'en oublie certainement. Donc c'est très dangereux. Et donc il faut d'abord mener une bataille spécifique tout le long de cette côte sur toutes les bases. Regardez, Aurélien Hamel, qui est le chef d'édition le plus incroyable de la planète ou de la galaxie, qui a réussi à trouver comme point de comparaison, et c'est très intéressant, l'île d'Okinawa, ils vous disent qu'il a fallu 7000 soldats pour s'en rendre maître. Les Américains ont déployé plus de 100 000 hommes pour s'en emparer. Donc et ça a duré plusieurs mois, quoi. C'était une bataille terrible. Et ça, c'est à peu près équivalent à l'île que l'on voit, c'est l'île qu'on s'appelle Keshem, voilà, que l'on voit au nord du détroit. Non, mais il faut mener une bataille spécifique pour réduire toute cette défense. Il faut envoyer des drones qui vont surveiller toute la zone, qui vont taper tout ce qui bouge. Il y aura peut-être des raids à mener, des raids aériens, évidemment, des frappes, peut-être
des raids d'hélicoptères pour aller traquer toutes ces défenses qui sont planquées. Il faudra peut-être s'emparer de l'île de Karg. Alors ce sera une opération à part pour peut-être en prendre comme gage, pour avoir un coup d'éclat, pour là aussi essayer de maîtriser tous ces flux de pétrole. Et puis ensuite, une fois que la défense est un peu affaiblie, peut-être commencer à pénétrer à l'intérieur, escorter les navires qui voudront. Arrêtons-nous un instant, parce que là on est vraiment dans l'hyper précis. Michel Polaco, aidez-nous, parce que ça c'est le scénario possible de ce que les Américains peuvent faire. On voit l'île de Karg. Très exactement, j'imagine, c'est des réservoirs qu'on voit là, ces énormes points ronds. Comment les Américains, de façon logique, peuvent se rendre maîtres de cette île, puisque de cette île dépend une grande partie du commerce du pétrole? Vous savez, à partir du moment où, s'ils ont dit la vérité, ils ont anéanti les défenses de l'île, il ne reste plus grand-chose à faire, sinon faire sauter les réserves et faire sauter les terminaux méthaniers. Voilà, donc en fait, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette île. À la limite, il suffit de l'encercler et le commerce ne peut pas avoir lieu. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Attendez, Michel Polaco. Sur ce plateau, Michel Goya dit qu'il faut prendre d'assaut, quoi. Donc c'est pas la même chose. Non, mais il faut mêler l'opération. Pourquoi voulez-vous prendre d'assaut ? Le bataillon de l'AMIU, ce qu'on appelle ça l'unité expéditionnaire de Marines, ou une unité de la 82e Airborne partant du Koweït, peu importe. Là, il faut envoyer un bataillon d'hélicoptères avec déjà préalable, on va nettoyer toute la zone, on l'encage, et puis après on s'en empare, et à partir de là, on le tient complètement. Donc c'est une opération héliportée, complexe, difficile, mais ce sera, et j'insiste là-dessus, ce sera aussi un coup d'éclat. Et donc Trump a besoin. Une fierté. Il y aura une fierté. Vous savez, ce type de guerre, c'est compliqué. Comment on mesure l'avance ? Donc on voit les noms des gens que l'on tue, on voit les chiffres des missiles qu'on détruit, etc. Rappelez-vous les Ukrainiens qui avaient pris la petite île, là, comment ça s'appelait, les Ukrainiens. L'île aux serpents. Voilà, l'île aux serpents. Oui, mais il faut. Voilà, c'est bien d'avoir aussi de temps en temps des coups d'éclat. Regardez, là, on a gagné une bataille, et ça, c'est Michel Polaco. Et c'est bon pour Trump. Michel Polaco. Bon, alors c'est un débat ou c'est un monologue ? Parce que si c'est un monologue, je vous écoute. Si c'est un débat, allez, soyez beau joueur, Michel Polaco. Laissez-le donner son avis. Et non, mais bien sûr, mais j'écoute son avis avec beaucoup d'intérêt en général. Il se trouve que là, en colonel, en tout cas ce soir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la nécessité de perdre du temps. C'est les tontons flingueurs ce soir. De l'énergie pour s'emparer de l'île de Kechm ou pour s'emparer de l'île de Karg. Les deux, il suffit simplement de s'assurer qu'elles ne remplissent pas le rôle économique, pour l'île de Karg, le rôle économique qui peut être utile aux Iraniens. Mais pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, d'abord, en plus, on peut les attaquer par le ciel, les côtes iraniennes, il ne faut pas l'oublier, et ces îles, on peut aussi les attaquer par le ciel, évidemment. On n'est pas obligé de débarquer avec des JRS et d'aller se faire tuer, comme à Okinawa, l'atoll sanglant. Donc je pense que ce n'est pas la formule. Je pense que la formule, elle n'est pas là. Elle est surtout de vérifier qu'on ne laisse plus passer de bateaux qui transportent du brut iranien vers la Chine, que ce soit depuis le Golfe, le nord du Golfe ou le sud du Golfe. Qu'est-ce que vous voulez ? Évidemment, tant qu'il y a des bateaux qui passeront, les Iraniens tireront dessus, sauf ceux qui, évidemment, transportent du pétrole iranien. Et encore, je ne suis pas convaincu qu'ils soient capables toujours de les discerner. Écoutez, s'il vous plaît, Trump ce soir. Trump qui fait référence à Churchill. On voit à quel point il y a une évolution de Trump. On n'est plus dans le Trump qui disait zéro mort, etc. Il est en train de faire référence à l'anglo-saxon qui incarne la guerre dans ce qu'elle a de plus audacieux pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est son point de référence. Écoutez-le. Vous voyez cet homme, c'est Winston Churchill, le grand Winston Churchill. Et Barack Hussein Obama ne voulait pas de son buste ici. Barack Hussein Obama l'a renvoyé en Angleterre. Quand je suis arrivé, on m'a demandé si je le voulais. J'ai dit absolument. Et je l'ai mis juste là. Et vous savez, malheureusement, Keir Starmer n'est pas Winston Churchill. Voilà, il a une dent spéciale contre Starmer, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est un autre Trump non plus, hein. Oui. Est-ce qu'on sait un autre Trump ? C'est-à-dire, là, c'est plus du tout le Trump non interventionniste. Au contraire, c'est le Trump qui assume de vouloir la guerre, d'aimer presque la guerre. Oui, c'est
c'est le Trump chef de guerre. Et effectivement, en appelant au man de Churchill, il se campe en résistant en chef, en soldat, en chef de son armée. Et on est à 1000 lieues du Trump faisant campagne en se flattant de pouvoir ramener toutes les troupes à la maison et de ne plus en envoyer sur place. Il disait pas de guerre d'Irak, plus jamais ce genre de choses. Or, ça commence par certains côtés à ressembler. Le mensonge en moins. Là, il dit au moins il est franc. Et il avait planifié le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, qui avait ensuite été finalisé par son successeur Joe Biden. Et maintenant, c'est extraordinaire. Alors, Churchill disait aussi que quand un chef d'État déclare la guerre, après, il entre dans une zone totalement inconnue, imprévisible, où effectivement il y a une part d'improvisation. Le moins qu'on puisse dire est que là on n'est pas déçu. Il est en rupture totale avec ses prédécesseurs. D'accord, il cite encore Obama, il cite souvent Biden, Sleepy Joe, etc. Est-ce qu'il est tellement en rupture ? Attendez, parce que Obama a contribué à tuer Kadhafi, disons les choses. Bush, fils, a contribué très directement à tuer Saddam Hussein. Au fond, est-ce qu'il est dans la continuité de l'empire américain qui veut mettre sa griffe partout ? Ils estiment qu'ils n'ont pas eu le courage de leader de régler le problème iranien et que lui aujourd'hui traite ce dossier avec beaucoup de courage, de leadership, et c'est pour ça qu'il se compare avec Churchill, qui, je rappelle, avait aussi une logique de dissuasion. On sait très bien que dans la force de Trump, c'est aussi son langage, sa communication, et parfois il dit des choses dont on ne comprend pas au premier degré, mais c'est aussi un message qu'il veut envoyer à ses ennemis, et derrière il y a clairement le refus de l'apaisement, parce qu'il veut aller jusqu'au bout, et il cherche à incarner ce leadership dont aujourd'hui personne, a priori, ne peut l'incarner. Mais moi il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que là, tout le monde autour du plateau est en train de dire c'est très bien, il va aller jusqu'au bout, il veut décapiter le régime, il veut faire entrer les forces d'opposition démocratique en Iran. Mais quand même, vous savez sans doute mieux que moi que depuis janvier 2025, quand Trump a coupé tous les fonds aux ONG démocratiques iraniennes, a coupé tous les fonds à Radio Free Europe qui envoyait des informations non censurées en persan en Iran, quand il a coupé Voice of America en Iran, en iranien, et enfin en persan pour aller en Iran, il a coupé tout soutien au mouvement démocratique iranien. Donc moi je trouve ça assez compliqué maintenant de me dire que lui il a envie d'amener la démocratie en Iran. Surtout qu'il change ses objectifs tous les jours. D'abord c'est le programme nucléaire, ensuite c'est le programme balistique. Objectif clair, précis et compréhensible. Alors, maintenant c'est hors nous. Samantha, je peux permettre deux choses. D'abord rapidement, ces objectifs n'ont jamais changé. Il a plusieurs objectif en un objectif, c'est tuer ce régime. Et donc, c'est balistique, c'est militaire, c'est économique, et ça, il faut le voir dans un tout, dans un global. Et puis, tout ce que vous dites, les ONG et tous les atouts qui étaient là avant pour essayer de créer les conditions de discussion, ça n'a pas fonctionné. Si ça avait fonctionné, ça serait... Pourquoi dépenser des milliards de dollars pendant longtemps, et ça n'a pas fonctionné. On va avancer, s'il vous plaît. On va avancer. Rappelons d'ailleurs que Churchill et Roosevelt étaient d'immenses héros. Ils ont quand même abandonné une moitié de l'Europe sous la botte soviétique. Donc, tout est relatif dans l'héroïsme des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, regardez ce qui se passe, puisque les difficultés sont quand même très marquées quand même dans cette guerre pour Trump, quoi que vous en disiez. On est loin de la petite excursion, comme il le disait. Les derniers ennuis du Ford, puisque, dernière nouvelle, donc, il est obligé de battre retraite pour des problèmes techniques. C'est un incendie qui s'est déroulé dans le Ford. Dites un mot de ça. Comment c'est possible, Michel Polaco, vous qui avez voyagé, est-ce que vous avez été à bord du Ford ? J'ai pas été à bord du Ford, mais j'ai été à bord de pas mal de porte-avions. Et effectivement, sur les bâtiments de guerre, il arrive qu'il y ait des incendies. C'est pas pour ça que les bâtiments sont inopérants. Ça dépend évidemment de la dimension. Mais le Ford, à mon avis, il doit être équipé et capable de supporter des incendies de bonne intensité. Non, pas tant que ça. Attendez, Michel Polaco. Michel, je vous interromps. Non, visiblement, ça se passe beaucoup plus mal puisque le Ford est obligé de battre retraite. On apprend que à cause de l'incendie qui a touché notamment la laverie, qui a touché aussi les couchettes, il se dirige vers la baie de Souda, en Crète, pour ses réparations en urgence. Il y a quand même des marins qui sont blessés. Les zones de couchage sont hors service, les systèmes de blanchisserie sont hors service. Pardon d'entrer dans ces détails d'une grande trivialité, mais il y avait des problèmes de toilettes dans la première là. Là, on est passé à un problème d'incendie. Tout ça fait pas bon genre. Non, ça fait pas bon genre. Vous savez, nous, quand on a lancé le Charles de Gaulle, le pont d'arrêt, le pont oblique était trop court.
pour arrêter les avions qui se posaient. Les hélices du Charles de Gaulle se sont cassées, enfin l'une des hélices, et il a fallu utiliser une hélice du Foch, etc. Il faut savoir que rien n'est simple. On a changé 1000 pompes sur le Charles de Gaulle. Donc, si vous voulez, il faut savoir que tous ces appareils extrêmement sophistiqués sont parfois sujets à des problèmes. Maintenant, c'est pas parce que le Ford va peut-être aller relâcher à proximité de la crête que les États-Unis sont désarmés. Ouais. D'abord, les avions, ils pourraient très bien faire des pontées et les poser à terre quelque part. Et deuxièmement, il peut être relayé ou il peut simplement s'absenter quelques jours. À mon avis, il n'y a pas de quoi considérer que c'est la fin du monde. La fin du monde. Regardez de quelle façon l'Iran arrive à porter un coup majeur aux États-Unis. Il y a d'autres détails qui sont en train de nous arriver sur l'attaque menée contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Au moyen d'un simple drone. On est là dans une des ambassades principales au Proche-Orient. Il y a aussi presque un raccourci historique. Dites un mot de ça, Guillaume Roquette. Là, à l'échelle d'une génération, 2003, les Américains, c'était l'administration Bush. D'ailleurs, Trump a toujours été contre cette guerre. Ils ont menti, ils ont envahi l'Irak. Bush n'a jamais été jugé, d'ailleurs, de façon assez étonnante. Il n'a jamais été jugé. Les Européens n'ont jamais demandé même qu'il soit jugé par soit lâcheté, soit réel politique. Quoi qu'il en soit, on est 23 ans plus tard et on en est là. Oui, parce qu'effectivement, le Bagdad est un nom familier aux oreilles des Américains, même si on dit qu'ils sont pas très forts en géographie, parce que à la suite de cette intervention hasardeuse en 2003 en Irak, les Américains se sont complètement fourvoyés. Ils ont commencé comme parfois par remporter des succès, et puis ensuite ils se sont enlisés et ils ont fini par quitter l'Irak. On dit que cette guerre a fait 1 million de morts. Je crois que c'est un chiffre qui est invérifiable, mais en tout cas, c'était une défaite stratégique majeure pour les Américains. Là, si je peux dire un mot, j'ai quand même bien étudié le truc. J'ai écrit le seul bouquin en français sur toute cette guerre. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont changé le régime, il n'y avait aucun plan pour la suite. C'était l'improvisation totale. Donc là, je pense à ça, parce que là, actuellement, j'attends toujours quel est le plan pour la suite en cas de changement de régime en Iran. Voilà, qu'est-ce qui se passe après? Donc ce sera, si ça arrive, ce sera certainement une improvisation totale. Et bon, c'est les Israéliens plutôt, je pense, je termine. Ensuite, il faut bien rapporter spécifiquement cet endroit, Bagdad, ça a été 2006, c'est la plus grande défaite militaire américaine depuis très longtemps, parce qu'ils ont été incapables de résoudre la sécurité dans cette ville pendant 1 an, qui était aux mains d'un côté des milices chiites, de l'autre du côté de l'État islamique en Irak. Ça a été très violent. Il a fallu 1 an de combat encore en 2007, puis en 2008, spécifiquement contre l'armée du Mahdi pour rétablir la sécurité. C'est-à-dire il a fallu 2 ans d'efforts. Il y a plusieurs centaines de morts américains à l'intérieur de cette ville, uniquement pour à peu près rétablir la sécurité. Et c'est à partir de ce moment simplement qu'ils ont pu considérer qu'ils avaient à peu près gagné la guerre sur place. Donc on est en 2008. Donc oui, Bagdad, ça résonne beaucoup aux oreilles américaines, ça résonne beaucoup aux oreilles des militaires américains qui tous ceux qui sont d'un grade minimum sont tous passés par là, et donc les milices chiites et les milices iraniennes, ça leur parle également. Donc oui, ça a été globalement, c'est pas un bon souvenir pour les Américains. Est-ce que les Iraniens là réussissent un coup là, petit à petit? On est au 17e pays touché. Est-ce que la République islamique montre qu'elle est beaucoup plus solide que ce qu'on pensait? Comment? Pourquoi? Non, je suis pas sûr, parce que il faut dire quand même que l'intensité des frappes a diminué. Donc ce qui est difficile, c'est que les Iraniens ont des relais dans toute la région. Rien n'atteste que cette frappe sur l'ambassade des États-Unis à Bagdad, elle a été faite depuis l'Iran. Il est bien plus probable qu'elle ait été lancée par des alliés chiites qui sont sur place. Et ça, vous pouvez pas l'empêcher. Quand vous prenez la taille de cette région, il y a effectivement tous les jours des frappes. Mais pardon, Guillaume, vous avez l'air blasé de tout. Ils ont quand même réussi. Ils ont tué un soldat français. Sur la base en Irak. Ils arrivent à toucher Dubaï, Émirats Arabes Unis, en Irak, partout. C'est évidemment très très problématique pour les Occidentaux et pour les Français et pour les États-Unis. Mais bien sûr que c'est problématique. Vous avez l'air de dire oui, bon, ben voilà, de toute façon ils tirent un peu moins qu'avant. Non, mais pas du tout. Beaucoup moins qu'avant. D'abord, je pense que c'est une réalité qui tire moins qu'avant. Ensuite, c'est tout sauf. Bien sûr que c'est problématique, qui est cette internationale chiite qui fait que les Iraniens ont des relais dans toute la région. Ce que je dis, c'est qu'il me semble que ces frappes ne
change pas fondamentalement le cours de la guerre. Et qu'aujourd'hui, de la même façon qu'il y a des frappes, par exemple, aux Émirats Arabes Unis. Donc, Trump a raison quand il dit que les choses se passent plutôt bien. Non, je pense que les... faut savoir, il tire de moins en moins, mais malgré tout, Trump n'a pas raison. Il n'a jamais interdit d'être un peu subtil. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis bien incapable de vous dire aujourd'hui que Trump a perdu cette guerre. Parce que, à mon avis, les jeux ne sont pas joués. Et juste un mot, quand les Iraniens frappent les Émirats Arabes Unis, évidemment que c'est un grand stress, ou à Dubaï. Mais est-ce que vous avez vu une fuite des capitaux massive de la région? Non. Est-ce que vous avez vu des fuites massives des populations? Non. Donc, si l'objectif des Iraniens était de déstabiliser complètement la zone, je pense qu'ils n'y sont pas parvenus. Du point de vue israélien, au niveau des dégâts, c'est 70% de moins que la guerre des 12 jours l'année dernière. Donc ça veut dire que oui, là je vous parle, mon mari et mes enfants sont dans les abris, mais... de manière générale, ils n'atteignent pas leur objectif qui est de déstabiliser ou d'empêcher que la guerre se poursuive. Donc, Trump, si je vous écoute, est en train de réussir un coup de ce point de vue-là. Oui, et je voudrais rajouter quelque chose sur la transition, parce qu'on en a beaucoup parlé. Vous le savez peut-être pas, mais le gouvernement israélien est en contact direct avec Reza Pahlavi depuis très longtemps, depuis 2023 au moins. On a une ministre qui a des origines persanes, d'accord, qui est en contact avec lui, qui l'a fait venir en Israël en 2023. Et Reza Pahlavi, si vous suivez ses réseaux sociaux, il parle d'un plan de transition qu'il a préparé et il dit à l'opposition iranienne, alors les monarchistes évidemment, ils le sont pas tous, mais il leur dit attendez mon signal et vous voyez sur les réseaux sociaux que les gens disent on attend que Reza. C'est votre candidat. C'est votre candidat. Moi je suis pro personne. S'ils sont 70% à dire on veut Reza Pahlavi, mais prenez Reza Pahlavi. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et Reza Pahlavi, je le suis depuis très longtemps et je suis très proche d'un de ses proches conseillers. Donc c'est quelque chose que je suis. Mais écoutez Donald Trump. Mais parce que j'écoute Donald Trump qui dit oh Pahlavi il est faible, je le vois pas vraiment, je veux quelqu'un à l'intérieur du régime. Il l'a dit il y a quelques jours. Donald Trump dit une chose et pas son contraire immédiatement. C'est l'art et la manière de Donald Trump, c'est de dire plusieurs choses. Je crois que la vision d'Israël qui connaît l'Iran mieux que qui que ce soit, à part peut-être les Iraniens, et encore. Les opinions. Et Donald Trump sont très différentes. Que les Israéliens aient un plan, qu'ils comprennent quel serait un potentiel pouvoir de transition, je veux totalement. En tout cas, la guerre change d'éposition. Moi, je suis frappé de voir que les pro-ukrainiens sont divisés, parce qu'il y a les pro-ukrainiens qui détestent tellement Trump qu'ils n'ont pas envie qu'il réussisse, et les pro-russes sont divisés aussi. J'ai envie qu'ils réussissent. J'ai envie que ce régime tombe. Mais les pro-russes sont divisés je ne vois pas ce qu'il fait. Parce qu'il y a les pro-russes qui n'aiment tellement pas la République islamique, quand même ils sont contre, et il y a ceux qui, malgré tout, sont conscients que la République islamique est alliée des Russes contre l'Ukraine. Il y a quand même beaucoup d'anti-américanisme. Écoutez Trump, oui, l'anti-américanisme, ça joue. Non, moi je pense que ça joue. C'est de l'anti-trumpisme. Non. Je suis désolée. Pour le coup, il y a l'anti-américanisme, anti-Israël aussi, qui joue pas pour tout le monde, pour un certain nombre, qui serait ravi si c'était Poutine qu'on allait tuer et qui demande pourquoi deux poids deux mesures. Ça, c'est les pro-ukrainiens divisés, évidemment. Oui, mais effectivement, mais je pense qu'il y a un vrai problème. Écoutez Trump ce soir qui va un peu dans votre sens. En tout cas, c'est vous qui allez dans son sens en disant, mais oui, l'Iran perd peu à peu de ses moyens. Alors lui, il le dit de sa façon plus hyperbolique. Écoutez-le. Je tiens simplement à dire que la guerre se déroule de façon très favorable. Nous nous en sortons très bien. L'Iran, on est en train de les démolir. Et il faut le faire. Nous ne pouvons pas les laisser avoir une arme nucléaire. Ils étaient à 2 semaines, à mon avis. À 2 semaines d'avoir une arme nucléaire. Non, il a raison. Non mais bien sûr, mais il faut bien comprendre qu'il y a vraiment 2 objectifs stratégiques très différents. Il y a un objectif stratégique militaire, c'est éliminer la menace militaire de l'Iran, nucléaire, balistique, de l'Iran, nucléaire, balistique, drone, menace d'aval, etc. Et ça, ça se mesure en chiffres. Voilà, c'est des jauges. Voilà, et que lorsque on sera à 0%, on pourra dire ok, victoire militaire. L'Iran ne représente plus de menace. Michel Goya était chargé de la planification. Je vous signale que non seulement Michel Goya était sniper, il a tué au moins 12 personnes, mais il était aussi chargé de la planification. Non, mais j'ai fait partie, comme l'immense majorité des officiers d'ailleurs qui sont. Non, mais ne soyez pas modeste, Michel. Non, mais je continue. Et il y a un objectif. Et en plus, on sait très bien sur les réseaux. Non, mais il y a un autre objectif politique qui est effectivement de mettre à bas le régime avec des visions très différentes entre les Israéliens qui ont un plan cohérent, en tout cas, et les Américains qui se contenteraient d'une soumission du régime. Et là, les choses sont beaucoup plus floues, en réalité. Donc,
du point de vue militaire, oui, effectivement, ça semble aller dans le bon sens. Il faut rappeler que tout ça, c'est une guerre qui durera des semaines et des semaines, qui aura 40 000 frappes, 50 000 frappes s'il le faut, et au bout du compte, peut-être, c'est un objectif qui est largement atteignable, de réduire complètement cette menace militaire. Pour l'objectif politique, là, les choses sont infiniment plus compliquées. Donc, au bout d'un moment, Trump pourra dire, oui, peut-être, ça y est, on a réussi, maintenant j'arrête, c'est bon, le régime, il est toujours là, c'est pas grave, mais il ne représente plus de menace. C'est ça Et ce soir, comme ça que Trump voit et ce soir, la victoire. on a vu les problèmes des Américains. Voyons là où ils gagnent certains points, et surtout avec leurs alliés israéliens, c'est dans l'élimination physique d'un certain nombre de dirigeants de la République islamique. C'est le cas notamment de Larijani et Soleimani. Ce sont vraiment deux personnages. Larijani, cette fois, ce soir, c'est un des développements de la soirée, mort confirmé par les Iraniens eux-mêmes. Ils parlent de son martyre, disent-ils. Ils ont réussi à frapper de manière très spectaculaire des soldats, des positions d'unités de Basij dans tout Téhéran. On voit les images dans la rue. Il y a l'appartement où se trouvait Larijani. Là, visiblement, il marque des coups. Les Israéliens, parce que ça, ce sont les opérations israéliennes. Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi leur faire confiance. Ça veut dire que les services secrets israéliens, le Mossad, avec les commandos américains qui sont sans doute aussi mêlés à tout cela, on peut leur faire confiance pour que cette guerre aboutisse à enfin des objectifs assez clairs de l'intérieur, de pouvoir soulever le régime, d'éliminer, comme ils l'ont fait depuis maintenant 3 semaines, toutes les grosses têtes du régime, et de manière chirurgicale, dont pratiquement toutes les nations au monde sont jalouses des services du Mossad et ce qu'ils sont capables de faire. Myriam ? Oui, alors dans la dernière salve qui a eu lieu à environ 40 minutes en Israël, on a 2 morts israéliens à Ramat Gan, banlieue de Tel Aviv. Ça vient de tomber, des missiles de fragmentation et donc plusieurs zones bombardées dans le centre d'Israël. Ouais, c'est une nouvelle importante parce que ça montre que les Iraniens ont de la ressource.